Bonsoir. Normalement, nous attendons, alors peut-être qu'il va venir en cours de route, Jean-Michel Lebouat, qui est responsable de l'agriculture urbaine à Albi, cette ville de 52 000 habitants qui a décidé d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2020. Donc, il y a un programme qui est en cours de route avec une préemption de terrains cultivables au cœur de la ville qui sont assez importants, je dirais plus de 70 hectares, et puis un appel à l'installation de maraîchers. Il y a une cuisine, c'est une régie municipale, la cuisine centrale, ça favorise aussi évidemment le processus d'activation. Et puis l'idée, c'est donc de gagner cette autosuffisance alimentaire en approvisionnant cette ville sur une base de produits dans un rayon maximal de 60 km. Et 4 ans, 4 ans, tout le monde a dit oh, il est fou, 4 ans, c'est impossible de mettre ça en place. Mais apparemment, ça se présente bien. En tout cas, les prémices sont là. Et voilà, c'est lancé. Le programme est lancé, ce qui est assez louable. Alors, j'espère qu'il nous rejoindra pour en parler. Mais Hugues Vernier est là pour prendre le relais et nous parler de la Bio-Vallée, dans la Drôme, premier département bio de France. Le thème, vous le connaissez, enfin la question, c'est l'agriculture, source de revitalisation, je veux dire de revalorisation, mais c'est à peu près la même chose, des territoires ruraux. Pour la petite histoire, c'est pas pour parler de moi parce que ça n'a aucun intérêt, sinon je suis né dans la ruralité profonde d'une Bourgogne profonde, un peu exsangue, pas la Bourgogne riche, la Bourgogne un peu pauvre, qui était longtemps céréalière, qui l'a encore, mais à une échelle aujourd'hui ridicule. Dans mon village, il y avait, il y a 40 ans, 7 exploitations. On faisait de l'élevage, on a arrêté l'élevage avec le prix du lait. Et puis on s'est consacré uniquement aux céréales, avec souvent de la monoculture. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un exploitant agricole, un chef d'entreprise, qui est à 3 km de mon village. Il travaille sur 1000 hectares, il a 13 salariés. Et il a une flotte de poids lourds qui traverse le village pour desservir sa paille et son foin partout en France, en Europe. Voilà à peu près l'image de la ruralité que j'ai. Et puis il y a une autre image, c'est la Côte d'Or. J'ai vécu dedans, j'y retourne souvent. Je vois l'abandon de l'habitat. Alors ça revient tout petit peu parce qu'on a une promesse de fibre optique. Il y a beaucoup de régions qui aujourd'hui et de zones encore isolées qui ont la promesse de la fibre optique. Vous savez que les opérateurs privés refusent quand même d'investir là où il y a très peu de monde. Donc ce sont en général les collectivités territoriales qui prennent ça en main. Dans l'Eure-et-Loir, parce qu'on j'en parle cette semaine à Inter, il y a 330 communes qui vont être connectées grâce aux collectivités, puisque les opérateurs privés ont complètement abandonné ces zones-là. Voilà, et puis il y a donc dans mon département, la Côte d'Or, c'est quand même assez amusant. Je dis normalement, quand on est riche, on vote à droite, quand on est pauvre, on vote à gauche. Quand on est riche, le sud Côte d'Or, c'est la côte viticole, donc il y a 30 km de vignobles. Je vais vous faire saliver les Nuits Saint-Georges, les Chambolle-Musigny. Tais-toi, stop, les Gevrey-Chambertin. Ben là, on vote quand même plutôt à gauche. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que je vais aller voter donc, ce week-end. Et tous les bureaux de vote des primaires de la gauche sont dans le sud. Et dans le nord, il y a dans ma communauté de communes, qui est une des plus grandes de France, mais une des plus pauvres, il y a 100, on est, je crois, à peu près 120 communes pour 21 000 habitants. Il n'y a qu'un bureau de vote ouvert. C'est pour vous donner, enfin voilà, un ordre d'idée. Ça fonctionne comme ça. Puis donc il y a une réalité. Vous savez, il y a un sénateur qui s'appelle Bertrand de Lozère, qui s'appelle Alain Bertrand. J'ai aucun lien familiaux avec lui, qui avait remis à l'époque à Sylvia Pinel un rapport sur la situation de la ruralité. Donc il partait le découpage ville-agglomération, maintenant métropole, avec la loi NOTRe, la grande concurrence, le périurbain, le rural et l'hyper-rural. Et l'hyper-rural, on arrive à un état des lieux qui est assez affligeant. Il y a 3,2 millions d'habitants sur 26% du territoire. Et ce sont des lieux qui sont très souvent dits isolés. Donc, Terra Nova a édité un rapport la semaine dernière sur le pouvoir du numérique, sur la revitalisation aussi des espaces ruraux, en donnant de nombreux exemples, mais en signalant que les collectivités, les responsables des collectivités, n'ont pas toujours compris l'enjeu qu'était le numérique. Alors pour l'agriculture, mais pour d'autres réalités, les commerçants, les artisans, et puis la population aussi, qui a besoin de se connecter. Plus on est isolé, plus on a besoin de moyens de connexion. Enfin voilà. Et puis pour
casser un peu les pieds. Si on regarde effectivement les programmes politiques, on a eu la primaire de droite, on a la primaire de gauche, c'est vrai qu'on entend assez peu parler de la ruralité. Puis quand on parle de l'agriculture, c'est éventuellement pour draguer un électorat qui est récupérable. On sait que voilà, il y a beaucoup d'artisans des programmes électoraux qui vont tâter du cul de la vache en se disant on va gagner un tout petit peu d'électeurs. Souvenez-vous, en 2012, il y avait un candidat présidentiel qui se représentait, qui était allé voir un agriculteur qui avait 70 hectares, puis il est arrivé un matin dans la brume avec tous ses chargés de mission et les mecs avec les trucs, les oreillettes. Puis il a demandé à l'agriculteur, il dit, vous avez combien de surface? 70 hectares. L'autre, elle fait, oh, bah moi jamais j'aurais ça. Mais 70 hectares, c'est un 18 trous, 2 piscines et 4 tennis, quoi. Enfin, voilà. Bon. Voilà. On va faire un état des lieux, mais par l'image. Après, j'arrête de parler, parce que c'est vous qui allez parler, avec Pierre Ibre. Pierre est photographe de l'agence Myope. Il y avait 2 solutions, soit elle s'appelait Presbyte, c'est idiot, donc elle s'est appelée Myope. Et avec 4 autres photographes, Pierre a travaillé sur cette fameuse diagonale du vide, voir la réalité de cette ruralité dite profonde française. Et vous avez jeté votre dévolu sur l'Ariège, Pierre. Oui, tout à fait. Mais je vais d'abord rectifier parce que, effectivement, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Myope. Il n'y a pas de E à la fin. Et c'est l'anagramme d'un poème de Paul Éluard, Mes yeux, objets patients. Ah oui, ben là, rien à dire. Irréprochable. Irréprochable avec ça. Donc, il s'agit d'un projet collectif que j'ai mené avec 4 autres photographes de mon agence pour le Secours catholique. On a réussi à les convaincre. Ils avaient envie de faire un travail sur la précarité en milieu rural. Ils n'avaient jamais engagé une agence pour faire un travail documentaire. Et ils avaient un petit peu peur. On a réussi à travailler avec une entière carte blanche et à conserver l'intégralité de notre travail et l'esprit de notre travail jusqu'à la fin. Je dis ça parce que souvent on dit oui, vous les journalistes, tout ça, c'est orienté, tout ça. Donc c'est une question qui, la précarité en milieu rural, qui m'était pas proche. Enfant de Belleville, hein, vous, hein. C'est ça? Non, une famille du sud-ouest. Oh, donc j'ai passé ma jeunesse à faire les foins, à monter sur la charrette, tout ça. Bah, il y a toujours une explication alors. Voilà. Donc, je vais vous présenter une série de photographies donc, sur cette précarité qui est souvent absente des médias, celle du monde rural, une précarité silencieuse en fait, on pourrait dire ça comme ça. Donc il y a une première équipe de photographes qui a travaillé, qui a traversé la France sur un axe nord-est, sud-ouest, que les géographes appellent la diagonale du vide. Donc c'est une zone où effectivement il y a une densité moindre au niveau de la population et une économie un peu en jachère. Donc cette première photo en fait est un petit peu symbolique. Elle a été faite en Ardennes sur la frontière belge et c'est un village où il y avait une usine qui s'appelle l'usine Celatex, qui dans les années 2000 a fait parler d'elle parce que les ouvriers, pour s'opposer à la fermeture de l'usine, ont menacé de la faire sauter avec des produits chimiques et de polluer, d'entraîner une pollution de la Meuse. Donc c'était il y a 17 ans. Donc ça a été, je ne sais pas si vous vous souvenez des photos, mais ça a été assez violent. Donc ce travail part de cet endroit-là. Une France transversale. Alors il y a des photographies qui sont un petit peu, qui peuvent être un petit peu plombantes, mais ce n'était pas notre intention. C'est montrer les choses un peu comme elles sont, et on a travaillé, en fait, on a été rencontrer les gens de façon très naturelle, donc c'est un peu les rencontres de hasard. On a été chercher les gens qui venaient chercher des soutiens auprès des associations caritatives ou des rencontres un peu fortuites comme ça. Donc là, c'est un couple de Bernard et Brigitte qui ont 67 ans et 54 ans. Lui, c'est un ancien ferrailleur. Ils sont extrêmement pauvres et ils vivent en allant glaner sur les marchés les denrées périssables qui vont être jetées en fait. Il y a un déficit de communication, hein, de toute évidence. De communication. Oui, entre deux. Non, il y a une poule au milieu.
Ah oui, non, alors, je sais pas. Alors moi, je regarde, je vois un coq, je me dis, c'est la République. C'est un coq, c'est Ouais. le coq français. Ah, voilà. Non, ils sont, voilà, c'est des gens. Il y a beaucoup de gens en fait qui vivent dans une précarité, mais qui arrivent à. C'est pour ça que c'est silencieux et qu'on les voit pas. C'est qu'ils arrivent à trouver leur équilibre de vie malgré tout. Donc voilà. Donc là, on est en Creuse. Là, on descend. On est à Saint-Paul-les-Dax, dans les Landes. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Marie et il vit dans une caravane depuis 25 ans. Donc il fait partie de la communauté des gens du voyage. C'est juste c'est un monsieur qui est originaire de ce coin-là et qui travaille et qui fait des petits boulots, qui n'a pas de moyens, qui a très très peu de moyens, mais qui vit là, quoi, dans sa caravane. Et qui a des toilettes en extérieur. Donc c'est le sud-ouest, mais bon. Ça, c'est une usine dans les Ardennes, à Revin. C'est une entreprise qui s'appelle l'entreprise Porcher, qui fabriquait des sanitaires qui a fermé dans les années 2010-2011. Et ça fonctionnait très très bien, mais bon. Ils ont fermé. Elle employait 1200 ouvriers dans les années 60. Donc le déclin s'est fait progressivement et voilà. Délocalisation et ainsi de suite. Dans le même village, il y a dans la même petite ville, c'est une ville de 7000 habitants, il y a l'usine Electrolux, dont on a un petit peu entendu parler, qui a des problèmes aussi. Donc c'est souvent, ces problèmes, ils sont souvent liés à la fermeture des usines et problèmes d'emploi. Là, on est dans la Somme avec les usines Saint-Frère, qui était un énorme groupe industriel qui a fermé en 2000. Donc c'était un peu à l'image des usines Michelin, par exemple. Ils prenaient en charge entièrement leurs employés. Il y avait école, maternité, centre de formation. Ils avaient 17 usines. Donc ça a été racheté dans les années 90 par Bernard Arnault, revendu ensuite, et après 2000 fermé, quoi. Et mon père a travaillé là, à Paris comme commercial, mais pour ces usines-là. Et là, voilà, on est dans un des villages où étaient installées les usines. Et c'est une photographie qui est un peu dure. C'est une famille qui vit un peu dans le désespoir. Autrefois, les gens étaient alcooliques à la campagne. Maintenant, il y a les problèmes de drogue. Et voilà, donc c'est une famille avec 2 enfants, des problèmes d'addiction à l'héroïne, et alcoolisme plus héroïne, voilà, plus chômage. C'est un peu difficile. Hein. Et pas de travail. Il y a aussi des questions qui reviennent souvent en fait, quand on discutait avec les gens, parce qu'on a fait des enregistrements audio, en fait, qu'on a utilisé après, et les gens, on sentait qu'il y avait vraiment un isolement dans ces campagnes, des problèmes de transport, des problèmes pour aller à la NPE, quoi, à Pôle emploi, des problèmes pour aller... tout s'ajoute en fait. C'est vraiment entre le désert médical, les problèmes de transport, les gens, eux, ils n'avaient pas de voiture, tout est très très compliqué. Alors ça, c'est une question qui concerne aussi le monde agricole, parce que cette photo parle du suicide chez les agriculteurs. C'est pas moi qui ai fait cette photo, c'est Lionel Charrier, et il racontait qu'en fait, elle avait commencé à parler d'un voisin qui s'était suicidé, pour ensuite raconter que son mari s'était suicidé après. Donc là, on est dans Languedoc-Roussillon, sur les récoltes de fruits en saison. Et là, c'est des travailleurs saisonniers, c'est une famille d'Espagnols qui est venue, qui a tout perdu en Espagne suite à la crise. Ils ont vendu tous leurs biens en Espagne, ils ont laissé leurs enfants aux grands-parents et ils sont venus chercher du travail comme saisonniers pour ramasser des fruits. Donc ça a été très compliqué. Alors ça, c'est vraiment une histoire de, finalement, les problèmes qu'on rencontre en France, c'est ceux qu'il y a dans les pays limitrophes, hein, c'est les mêmes. Et eux, ils racontaient qu'ils ont tout vendu, leurs affaires ont été saisies, ce qui restait, ils ont vendu. Et que pour monter en France, ils n'avaient même plus d'argent, en fait. Donc ils étaient obligés de demander à être hébergés
à droite, à gauche, dans les églises, Et là, la récolte des saisonniers, c'est pas idyllique, hein, parce qu'en fait, ils étaient obligés d'attendre le début de la récolte, donc ils étaient au camping, à payer le camping et à attendre que ça démarre. Mais bon, voilà. Et là, c'est la dernière image de cette diagonale du vide, avec les Pyrénées au fond, qui bloquent le paysage. On va passer... je ne sais pas si je prends trop de temps, vous me dites. Hein, mais... Non, vous avez tous les droits. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, je vais essayer d'aller. Donc maintenant, on arrive en Ariège. C'est bien plus gai, hein, parce que c'est moi qui ai fait les photos. Elles ne sont pas en noir et blanc. Donc là aussi, j'ai été rencontré. En fait, je me suis intéressé à l'Ariège parce que c'est un petit pays qui est atypique, hein, qui était connu pour ses communautés hippies dans les années 70. Et qui est à l'extrémité en fait de la France. On ne peut pas aller plus loin après. Donc c'est un endroit qui a accueilli des gens en quête d'une autre vie dans les années 70 et qui a gardé cette image-là. Donc c'est un territoire assez intéressant pour ça. Donc là, on est sur une histoire de... J'ai rencontré en fait 2 personnes dans la petite bergerie au fond, avec les deux chevaux là, des Mérins. J'ai rencontré Georges, en fait, qui était boulanger dans l'Aude. Il était le 3e meilleur boulanger de l'Aude. Et il raconte qu'en fait, une nuit, au milieu de la nuit, il était devant son four à pain, et il s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais continuer, ça marche du tonnerre de Dieu, tout ça. Est-ce que je vais continuer ma vie à faire du pain, ou est-ce que je fais autre chose ? Et en fait, il a décidé, une nuit comme ça, de se séparer de sa boulangerie. Et le matin même, il donnait sa boulangerie à la fille qui l'aidait, qui faisait les tournées en fait, de pain. Donc il est parti et il s'est installé en Ariège pour repartir à zéro, en fait. Et je l'ai rencontré dans cette petite bergerie qu'il avait réussi à acheter. Et il avait rencontré, c'est une histoire d'amour, hein, donc ça, c'est voilà. C'est vraiment c'est quelqu'un qui vit en décroissance dans l'extrême simplicité. Et il a rencontré Isabelle, hein, qui a une autre histoire assez étonnante. Elle était secrétaire de direction pendant 13 ans, une vie tout à fait normale, mais sous pression quand même. J'aime bien une vie tout à fait normale. Secrétaire de direction, 13 ans, entreprise, PME, tout ça, quoi. Avec voiture, tout. Et en fait, elle a fait un burn-out. Alors ça, c'est un peu moins drôle, mais donc elle s'est remise en question aussi et elle a changé de vie. Elle a acheté aussi une petite bergerie et elle a rencontré l'amour de sa vie au Resto du Cœur, en allant chercher de quoi manger. Donc c'est des gens en fait qui sont repartis de rien et qui étaient obligés de retrouver un fonctionnement en fait et un équilibre de vie. Et eux, c'est un exemple parfait parce qu'ils sont retombés sur leurs pieds, ils vivent alors avec très peu d'argent. Ils avaient le RSA, mais elle m'a expliqué qu'ils sont sortis du RSA pour être conformes à ses idées. Ils ne pouvaient pas, voilà. Et ils vivent à peu près avec 400 €, 500 € par mois, à 2, avec des petits travaux saisonniers, en faisant du jardinage, en se débrouillant à droite, à gauche. C'est une petite ferme qui touche leur propriété. Les exploitations sont toutes petites en Ariège. C'est vraiment... Là, c'est une photographie qui est prise à Massat. On parlait de Massat tout à l'heure. C'est des petits villages de moyenne montagne qui sont très enclavés. Il n'y a pas de moyens de transport. Et les gens font du stop. Il y a des zones de covoiturage, il n'y a pas beaucoup de bus. Les gens se débrouillent. Et là, on voit clairement que si la voiture ne roule pas, c'est qu'il n'y a pas de moyen pour la faire rouler, quoi. C'est un cul-de-sac, ouais. C'est l'ancien hôtel qui a fermé. Il y a un café alternatif dans la ville où tout se passe, en fait. Tous les projets se font dans le café de Massat. Mais c'est pas celui-là.
Bon, il y a un petit côté. Alors c'est une ville c'est un peu le village d'Astérix en fait. C'est une ville qui est réfractaire à la modernité d'une certaine façon, où les gens sont tout le temps à se réinventer et il y a un certain dynamisme. Il y a vraiment, voilà, on en parlera peut-être après. Alors si les gens viennent dans ces endroits-là, c'est parce qu'il y a une nature qui est absolument magnifique, quoi, qui est très rude mais magnifique. Et c'est aussi l'idée de s'installer dans un endroit où les choses sont possibles, on va vous laisser tranquille. Il y a une acceptation de la différence qui est liée à l'histoire même des Pyrénées, de ce coin des Pyrénées, où les gens ne vont pas vous demander qu'est-ce que vous venez faire et tout. Non, vous faites votre truc. Il y a une entraide qui est formidable. Je pense que personne ne peut mourir de faim parce que voilà, les gens s'entraînent entre eux. Alors ça, c'est un enfant de famille hippie qui s'est installé dans les années 70. Et ce jeune homme qui s'appelle Inti, c'est le nom du dieu soleil en Inca. Donc ça, c'est la période hippie. Il a voyagé à travers le monde, voilà, il a eu différentes expériences. Il est revenu s'installer, vivre dans la montagne où vivaient ses parents. Et lui, c'est un petit mougli. Il a vécu dans la forêt jusqu'à l'âge de 8 ans, avec les animaux, tout ça. Il ne voulait pas en partir. Et finalement, il a 28 ans là, et il revient et il vit dans la montagne. Il travaille à droite, à gauche, avec une petite louve. Et alors, il n'a aucune sécurité, il n'a pas la CMU, il n'a rien. Bon, je lui disais, peut-être parce que tu es un peu jeune, mais bon, voilà. Lui, il a son équilibre, il est heureux, il a une copine, qui n'est pas déguisée, mais elle donne des cours de danse, mais bon. Mais c'est amusant de voir comment les jeunes réinventent un mythe hippie, en fait. Alors qu'ils n'aiment pas les hippies, ils se moquent des hippies. Là, c'est un vieux monsieur dans le village d'à côté qui vit dans une maison encore plus vieille que lui et qui a une connaissance des plantes qui est formidable. Il se nourrit quasiment qu'avec des plantes. Il a 2 poules, donc ça ne fait pas beaucoup d'œufs, pas beaucoup d'œufs. Et il se nourrit avec les plantes. Et du coup, les gens disent que c'est un chaman un peu. Il est juste, il est juste dans son histoire. Et les gens viennent le voir pour discuter, pour capter un petit peu son savoir. Mais lui, bon, alors voilà, il fait partie des personnes âgées qui ne sont pas parties à la maison de retraite. Il est tout seul. Et c'est un petit peu difficile quand même. Une autre famille de néo-ruraux qui... alors là, c'est intéressant parce qu'on voit une yourte, mais les gens me disent, à la suite de ce reportage, j'ai eu beaucoup de contacts de journalistes, télé et presse, qui disent « Ah, c'est intéressant, on aimerait bien faire des reportages sur les hippies, sur les tipis et les yourtes. » Mais en fait, j'en ai vu il y en a très très peu, en fait, parce que c'est pas très... il fait froid l'hiver, tout ça, et puis il n'y en a pas beaucoup. Et puis il n'y a plus du tout de communauté dans ces régions-là. Il y a vraiment un réseau d'entraide, les gens s'entraident et tout, mais il n'y a pas de communauté. Et eux, ils ont acheté un ancien moulin, et le temps de restaurer le moulin, ils vivent dans une yourte, en fait, avec 2 petites filles, et sa femme travaille dans une épicerie biologique à Massat. Donc c'est vraiment à chaque fois des cas particuliers où les gens... se trouve une manière de gagner un peu d'argent, de travailler. Et le jardin, c'est ça aussi. C'est que tout le monde dit, en Ariège, on ne s'empoisonne pas. Ce qu'on mange, on sait ce qu'on mange. Et les gens, ils ont tous un jardin, en fait. Bon, la forêt a envahi, comme j'avais des chiffres, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait, sur l'Ariège a perdu 35% de sa population au XXe siècle. Donc c'est absolument énorme.
Et ça veut dire que des paysans, il n'y en a plus beaucoup en Ariège. Et les terres sont plus exploitées vraiment, à part la forêt. On a la forêt, petit cheval. Alors lui, il est venu s'installer dans les années 70, il a monté un gîte avec sa femme, il est toujours là. Il vit assez bien, le tourisme n'est pas florissant, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire en tourisme, mais bon, c'est pas tellement bien mis en valeur. Ça, c'est son territoire. Et là encore un jardin, il vit avec ce qu'il cultive. C'est la petite ville de Saint-Giron, autour de laquelle j'ai sillonné le territoire du Cousseran. Les chevaux encore. Donc il y a des personnages, mais ça je pense que c'est partout en France en fait. Il y a vraiment des personnages. À chaque fois on rencontre des personnages atypiques. Et lui c'est un jardinier qui vient d'une petite île de Polynésie française, d'un petit atoll. Et sur son île il cultivait des fleurs. Et il est venu avec une histoire d'amour en fait en France. Là il se retrouve tout seul et il fait du jardinage. Et il est là, et il raconte, voilà, c'est compliqué, hein, mais il est bien parce que là encore, il est dans la campagne et c'est ce qui lui plaît. Bon, ça, c'est les petits commerces qu'on connaît qui ferment les uns après les autres, comme les petites entreprises, les petites usines. Voilà, donc c'est pas très florissant. Hein. La dernière papeterie Job, qui est installée à Saint-Géron, qui a été racheté par un groupe américain il y a quelques années. Et quasiment toutes les usines du coin ont fermé. Donc il en reste une, mais les gens sont un peu inquiets. Voilà. Le jardin avec un petit vieux. Et en fait, voilà. Et alors c'est amusant parce que sur le marché de Saint-Géron est très connu aux alentours. Donc tous les gens qui font du maraîchage viennent le week-end vendre sur le marché. Et c'est assez... là, c'est un petit peu néo-ruraux, un peu hippie d'aujourd'hui, quoi. Bon, lui, c'est un monsieur du coin. Hein. Maison en bois. Donc là, j'ai rencontré un jeune qui avait fait des études comme cordonnier, mais il m'expliquait qu'être cordonnier dans les Pyrénées, c'était difficile de vivre de ça. Et il a appris à construire des maisons en bois. Et il est associé avec un autre gars. Il n'est pas architecte, mais ils font les plans. Voilà. Et ils sont liés avec un bureau d'architectes. Ils font signer les trucs et ils montent tout eux-mêmes. Voilà. Donc il y a vraiment, c'est un savoir-faire. Les gens se réinventent. Quoi, c'est vraiment ça qui m'a stupéfait, c'est de voir l'énergie des gens pour se réinventer et trouver et rebondir. C'est la dernière photo. Voilà. Merci Pierre. Bravo. Il y a quand même toujours du parti pris parce que la version la plus dramatique est en noir et blanc, la version plus sympathique et qui implique peut-être un renouveau est en couleur. Dans ce que vous nous avez montré, il y a quand même les images dramatiques de cette femme d'agriculteur veuve. C'est vrai que le travail noir et blanc a été fait par un photographe de l'agence qui s'appelle Alain Keller, qui est un ancien grand reporter. Je ne dirai pas son âge parce qu'il a fait toutes les guerres en Amérique centrale, il a fait l'Afghanistan, il a fait tout ça. Et c'est un photographe humaniste, on pourrait dire à sa façon, attaché au noir et blanc traditionnel. C'est pour ça. Ouais. En tout cas, merci. Je n'ai pas présenté tout le monde. Olivier Leberquier. Olivier dirige la Scopti. Alors, c'est une grande histoire. La Scopti, c'était Fralib, c'était Unilever, le vert à cause du thé. Et voilà, 3 ans de bataille pour que l'entreprise soit reprise en main par les salariés, 58 salariés sur 182 à l'origine, remerciés par Unilever, donc une bataille qui a duré 1336 jours, d'où une des marques, il y a Scopti et il y a 1336. Il nous expliquera comment
les coopérations qui sont nées pour relancer la coopérative avec des producteurs, une relance d'activité de production locale. Hugues, donc BioVallée, qui aura un mot à nous dire, enfin plusieurs d'ailleurs, il aura un mot à nous dire sur les photos, d'ailleurs vous pourrez intervenir. Et Jean-Yves Pinault, Jean-Yves pendant 15 ans, mais tu me dis si je me trompe, a dirigé le collectif Ville-Campagne. Il l'a accompagné, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être croisé au détour d'une belle région d'un beau pays, où on parle d'accueil de nouvelles populations, de stratégie des collectivités pour essayer d'enrichir et d'épanouir une population qui est parfois effectivement dans une situation, une certaine détresse, avec manque de méthode, d'objectifs, de vision d'avenir. Voilà. Et aujourd'hui, la fin de l'histoire provisoire du collectif a donné naissance à une association, les Localos, dont tu pourras nous dire 2 mots. Mais justement, vous, proches de la ruralité, enfin tous d'ailleurs, ça vous évoque quoi ces photos? Hugues? Alors, moi c'est assez rigolo parce que ces photos-là, elles auraient pu être chez nous, dans la Drôme, elles auraient pu être aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de gens qui sont dans des yourtes et tout ça. Et puis elles étaient il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'était comme ça. Et il y a 40 ans, c'était tout l'exode rural, les gens qui vont être à la ville et qui sont partis, et puis des profs, des néos qui sont venus, qui en avaient marre, et puis qui sont venus faire des petits projets agricoles, beaucoup, en collectif, souvent, et qui ont monté leur projet et qui ont voulu donner du sens à leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce sens qu'il y a eu il y a 40 ans, ces gens-là, ils ont commencé tout petits, faire du bio, des circuits courts, réinventer 50 000 trucs. Et puis, c'est des gens-là qui se sont développés un petit peu et puis qui se sont dit, tiens, nous, ça nous intéresse, on va travailler, on va s'implanter dans le territoire local. Puis le territoire local, ils sont implantés dans les coopératives, ils sont implantés dans des structures économiques, ils ont créé leur structure économique. Aujourd'hui, il y a pas mal de structures économiques qui sont par un Hollandais, par un Belge, par un Suisse, par plein de choses, des gens très différents. Et puis aussi qui se sont implantés dans les collectivités. Parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, les collectivités, le développement local, tout le monde rigolait, quoi. C'était que les militants qui pouvaient s'intéresser à l'intercommunalité. Et puis alors les gens qui ne pouvaient pas aller dans les circuits traditionnels, ils allaient dans les intercos. Et puis que là, limite, ils faisaient leur truc un peu tout seuls dans leur coin. Et puis voilà. Puis ça avançait. Puis finalement, aujourd'hui, les collectivités, c'est les mêmes qui étaient les marginaux à l'époque et qui sont venus soit chefs d'entreprise, soit coopérateurs de structures, ou soit maires, ou soit élus locaux. Et aujourd'hui, alors je parle sous la responsabilité de mon vice-président, qui est qui doit se reconnaître aussi un peu dans ce langage, c'est-à-dire des gens qui étaient un peu les marginaux d'ailleurs et aujourd'hui qui sont à la tête des entreprises, à la tête des collectivités. Et donc finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces gens-là qui ont donné du sens à leur vie il y a 40 ans, ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas pris le pouvoir. Enfin, ils l'ont pris, mais bon, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Et qu'aujourd'hui, pourquoi BioVallée est là aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là, on a donné du sens à un projet de territoire. On a donné de la cohérence à un projet de territoire. C'est-à-dire, et BioVallée, c'est quoi? C'est Montélimar, Valence. Vallée de la Drôme, c'était soit on aille à la 5e roue de la Charrette de Valence, soit c'était la 4e roue de Charrette de Montélimar. Nous, on s'est dit non, on ne veut pas y aller. Enfin, quand je dis on, c'est... Voilà, on ne veut pas y aller. On a créé une vraie identité de dire, nous, on a notre vrai projet de territoire, on a notre vraie identité. Et puis voilà, ce développement local qui était un peu les marginaux, on a travaillé sur l'agriculture bio, sur le développement des circuits courts et tout ça. Mais tout le monde rigolait. Et puis moi, ça fait 30 ans que je bosse là-dedans. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on m'a dit tu travailles avec les marginaux, c'est vraiment... ça va quoi. Alors on avait de la chance, on avait des élus qui y croyaient. Alors maintenant, je fais le même boulot, on me dit mais qu'est-ce que tu as de la chance, vous êtes vraiment à la pointe de l'innovation, c'est vraiment génial ce que vous faites. Et puis en plus, c'est novateur, puis là, c'est de la vraie transition. C'est la transition, c'est le truc qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors qu'on fait exactement la même chose, mais tout ça pour dire qu'en fait, l'idée, c'est de donner du sens à un projet. C'est-à-dire que quand les élus veulent donner du sens et de la cohérence à un projet, après, on est capable de faire tout. C'est-à-dire que les élus, ils ont la capacité de dire, ils ont tous les pouvoirs, en fait. Enfin, et même financiers, si on veut, parce
Parce que quand on est dans l'innovation, on s'intéresse à nous. Voilà. Il n'y a pas de stratégie commerciale. C'est arrivé aujourd'hui, on parle de BioVallée, mais on n'a pas fait exprès, on s'excuse. On a juste fait 30 ans, et avec des marginaux qui sont devenus un peu les développeurs aujourd'hui. Mais vous dites le changement est récent quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a donc, voilà, ces néo-ruraux, ces personnes qui s'installent, qui font leur production, éventuellement un objectif de vie. On se regroupe, on travaille collectivement. Mais là, ça prend une autre valeur. C'est quoi? Parce que la population, c'est plus la même génération. C'est peut-être une population qui a été renouvelée, qui vise une autre consommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le détonateur de ce changement? L'historique de BioVallée, c'est aussi intéressant. C'est le territoire du Picodon et c'est le territoire du protestantisme, quelque part. Et quelque part, c'est aussi cette réaction d'aller dans des endroits où on est un peu en opposition. Et je pense que c'est en résistance. Et donc la résistance, c'est quand on est jeune et tout ça, il y a plein de gens qui ont envie de créer des choses, mais on les freine. Et là, c'est un territoire où on peut faire ces choses-là. Et aujourd'hui, les jeunes qui s'installent, chez nous, ça coûte trop cher. Mais les jeunes, ils arrivent à s'installer, comment ils font? Ils rachètent une ferme, mais au lieu d'être 2 sur une ferme, ils sont 4 couples, ils sont 8. Et ils réinventent le collectif, ils réinventent des nouvelles formes d'installation. Et là, les marginaux qui étaient, enfin les marginaux, les utopistes d'il y a 40 ans, il y en a encore aujourd'hui qui imaginent des choses nouvelles. Les constructions en bois, ça fait longtemps qu'on en fait, les yourtes, il y en a encore, et puis maintenant on imagine d'autres choses. Donc je crois que c'est l'innovation, c'est la transition, et c'est la capacité d'ouverture et de faire des choses différentes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce lien avec le diaporama, parce que c'est aussi hyper positif, c'est aussi une volonté. Et quand on donne du sens à un projet, et les jeunes qui ont envie de donner du sens, ils y croient. Alors après, l'aspect économique, voilà, ça arrive après, mais il y a d'autres valeurs. Et je pense que c'est vraiment une question de valeur. Il y a eu un esprit coopératif. C'est la forme coopérative qui a porté la BioVallée. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est justement, par exemple, la BioVallée, on est à 30% d'agriculteurs bio aujourd'hui, et quand on a 30% d'agriculteurs bio, il ne faut pas croire que c'est que des néos, parce que les néos, c'est 10% peut-être, et puis il y en a 20 d'autres qui étaient des traditionnels et tout ça. Et que finalement, les agriculteurs bio aujourd'hui, c'est un peu les références. Et même les agriculteurs traditionnels, ils sont très fiers des agriculteurs bio, parce que ça leur donne une image positive. Alors c'est incroyable ça, parce que voilà, chez nous, on dit ça, après ailleurs, ce discours il est un peu différent. Et donc il y a une fierté d'être agriculteur ou d'être dans ce territoire, même si on n'est pas bio. Et donc ce qui fait la différence, c'est justement qu'on raisonne un peu plus globalement et on est fier de son territoire. Moi je crois que donner du sens et avoir de la fierté de son territoire, mais après on fait tout, quoi. On n'a pas de limite. Olivier, un commentaire? Parce que vous vous approvisionnez pas très loin du côté des baronnies. Oui, à Villers-Baronnies pour notre tilleul millésimé. Bonsoir à tous. Et oui, ça me rappelle deux choses, deux volets. Le volet qui vient d'être dit aussi par rapport au paysage où ça me parle, les relations qu'on a tissées et qu'on continue à alimenter avec les producteurs de Villers-Baronnies. Et aussi ce qui vient d'être dit par rapport aux histoires. Je pense que notamment dans celle que Hugues a dit, moi j'ai rencontré les dirigeants de l'herbier du Diois, par exemple, où le responsable maintenant, c'est le fils qui a repris, et c'est un ancien champion cycliste. C'est ses parents qui à un moment donné, sont arrivés dans cette période-là, et lui était loin de tout ça. Puis finalement, à un moment donné, il a tout laissé, ce qui le motivait au départ pour reprendre le flambeau, et avec un discours vraiment où on est loin de ceux que moi j'ai eu l'habitude de côtoyer pendant plus de 30 ans à Unilevert. Donc ça forcément ça me parle. Et puis malheureusement les premières images, celles qui sont en noir et blanc avec les usines désertes, ça malheureusement ça me parle beaucoup. D'abord dans mon enfance, parce que moi je suis un fils de militant syndical. Et bon, ça s'entend, tout à l'heure je vais vous expliquer un petit peu Skopti. Donc Skopti, ça se situe dans le bord de la France, à côté de Marseille, à Gémenos. Mais vous avez vite compris que j'ai pas l'accent qui chante, donc je suis pas né à Marseille. Moi je suis né au Havre. Et donc des usines déjà petits, j'en ai vu fermer avec des images un peu de ce style-là. Et puis après, adulte, je l'ai vécu, je l'ai touché de près pour avoir vécu d'abord la fermeture de l'usine du Havre, avec toutes les conséquences dramatiques qu'il y a eu derrière pour la centaine de salariés qui est resté là-haut, parce que pour X raisons, ils n'ont pas choisi la mutation à Marseille. Et on est descendu à 52 familles.
Et puis comme j'étais déjà le représentant syndical à l'époque, j'ai continué à suivre. Et quand j'ai vu après derrière, même s'il y avait un repreneur, mais où tout était vidé et c'était juste du stockage, ça m'a rappelé certaines images d'avoir travaillé dans une usine à Fraliboave pendant presque 20 ans, de l'avoir avec une vie, parce qu'une entreprise c'est une vie. Donc voilà, on y va tous les matins ou tous les après-midi ou la nuit. Pour ce qui me concerne, je faisais quasiment que les nuits. Les machines qui tournent, les collègues de travail, etc. Donc on y est tous les jours, donc on s'en rend pas compte. Mais quand on arrive et que c'est tout vide et que c'est tout délabré, un peu comme les images qu'on a vues, je peux vous garantir que ça fait un choc. Moi, j'y suis retourné une fois, 4 ans après la fermeture. Après, j'y suis plus jamais retourné. Pourtant, j'avais quelques copains qui étaient dedans dans ce hangar pour stocker, mais j'y arrivais plus. J'ai plus réussi à aller. Donc forcément, ça me parle. On reparlera de l'histoire du démarrage de Scopti, des projets que vous avez. Simplement une petite question rapide avant de demander aussi le point de vue de Jean-Yves. Un point de vue sur ces reportages photos et sur la ruralité. La différence entre l'esprit d'un grand groupe agroalimentaire, Unilever, et l'esprit Scopti, c'est quoi la différence ? Je vais donner juste une image, vous allez comprendre tout de suite. Nous, la relance de la filière des plantes aromatiques et médicinales en France, on en fait un symbole avec le tilleul des Baronnies. Mais ce que je vais expliquer sur le tilleul, malheureusement, peut aussi se raconter sur la verveine, sur la mélisse, sur la camomille, sur la menthe, parce que malheureusement, la filière, elle a été, à cause de ces grands groupes, complètement déstabilisée et appauvrie. Un tilleul éléphant, puisque la groupe Unilever, pas pour leur faire de la pub, mais pour vous convaincre, si ce n'est pas encore le cas, de ne pas prendre leurs produits. Jusqu'à ce qu'on travaille en 2010, il était fait chez nous à Marseille et il n'était pas estampillé bio. Du jour au lendemain, il est devenu bio alors qu'à l'intérieur, c'était toujours la même chose. Il vient toujours du même endroit. Son parcours, c'est pour des raisons de rentabilité, c'est l'Amérique latine. Il arrive au port d'Hambourg parce qu'ils centralisent toute leur arrivée de matières premières à cet endroit-là, fiscalement, et pour des raisons d'économie de coûts, c'est plus rentable pour eux. Une fois que ça arrive ici, les plantes partent, traversent l'Allemagne pour aller dans l'ex-Allemagne de l'Est à 600 km par camion pour être coupées, travaillées, mis dans les conditions qu'ils ont choisies pour conditionner en sachet. De là, ça reprend la route maintenant pour aller à Katowice en Pologne pour être conditionné dans les petites boîtes éléphants. Et puis, une fois que c'est fait, ça revient en France pour être vendu en France, puisque la marque éléphant est vendue exclusivement en France. Voilà le parcours d'un tilleul avant qu'il arrive dans la tasse du consommateur. Nous, on choisit de travailler directement avec les producteurs de Buis les Baronnies, environ 160 km de notre usine. On travaille avec eux, le tilleul arrive chez nous, on le conditionne et on le propose aux consommateurs français. Donc la grosse différence, si on peut donner un exemple, c'est celle-ci. Le gros problème qu'on a humanitaire, c'est que quand en 2012, les Nations Unies décident d'organiser un panel de réflexion pour réfléchir au développement durable de la planète pour les 10 prochaines années. C'est quand même pas rien. Donc ils réunissent des personnalités, des gens des industriels, etc. Et ils choisissent de prendre pas le président de Scopti pour réfléchir au développement durable, mais le président d'Unilever. Donc voilà. Donc c'est ces gens-là qui réfléchissent à notre future planète, alors que nous, bon, s'ils le souhaitent, on est disposé, on peut y aller quand ils veulent. On a quelques idées. Puis éléphant, trempe, enfin, vous voyez. Voilà. C'est facile. Quand même, une toute petite question. Vous dites, éléphant se prétendait bio, mais il n'y avait pas de certification AB, il n'y avait rien. C'était. Il y a, mais bon, après, bon, je ne veux pas aller jusque-là. J'ai eu quelques discussions là-dessus. Moi, avec Unilever, on sait trop bien comment ça fonctionne. Sur certaines certifications, pour avoir travaillé dedans, ISO 9000, 14000, etc. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'ils en achètent quelques-unes, mais pas loin. Donc voilà, donc, je m'arrêterai là-dessus. D'accord, ouais, c'est bien. Jean-Yves, alors, parce qu'on va ouvrir, et après, si vous voulez intervenir, ne vous gênez pas, d'abord par rapport à ce qui vient d'être dit, on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu reconnais une ruralité que tu as traversée à travers ces images ? Bonsoir et merci de votre invitation. C'est un rien frais, enfin ça c'est un clin d'œil pour le Havrais.
Pardon, excusez-moi. C'est quoi ce discours? Non, mais c'est une expression au Havre, on dit ah, c'est un rien frais, quoi. C'est pour dire waouh, c'est incroyable. Non, mais alors, peut-être de façon. La vraie maintenant. Non, mais ça, c'est mes racines, Little Bob et compagnie. Non, mais j'ai de la famille au Havre, en fait. Puis dans le Couserans aussi, puis en Ardèche. Peut-être 3 choses. Hein? En fait, je suis pas de quelque part. Et étonnamment, j'ai passé beaucoup de temps au niveau de ma vie, en tout cas professionnelle, à travailler cette histoire de local. Donc c'est une forme de paradoxe. Mais non, mais il y a 3 choses. La première, je crois qu'elle est essentielle, c'est que c'est extrêmement touchant, quoi. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de ruralité, ou à chaque fois qu'on parle d'urbanité, ou à chaque fois qu'on parle, on gomme en fait ce qui nous semble être essentiel, c'est-à-dire l'humain. Voilà, l'humanité, l'humain. Et moi, je tiens à le souligner, c'est ce qui me frappe, quoi. Enfin, rares sont finalement les lieux où on discute de développement local, de développement tout court, où finalement on nous montre des destinées, où on nous montre des gens, quoi, en chair et en os, quoi. Donc ça, c'est touchant. C'est touchant parce que justement, par rapport à ce que tu nous dis, par rapport à notre problématique de ce soir, on est face finalement à 2 choses. La première, c'est que ce qui met en joie finalement, ce que tu disais Hugues, c'est qu'on trouve des gens, et partout, des gens qui décident de se rebeller quelque part, voilà, et qui décident de ne pas subir. Même si ça paraît étrange aux yeux d'une norme, voilà, mais on est dans des destins de rebelles, on est dans des résistances, on est dans de la rébellion. Et ça, je trouve qu'il y a des lieux comme ça en France où il y a une forme de culture, où ça a été cultivé, et c'est là où il y a des belles histoires. Les belles histoires, en fait, elles apparaissent quand on se dit stop, on n'a pas envie de vivre ce que vous voulez qu'on vive. C'est votre cas, me semble-t-il, évidemment. Mais la rébellion provient de personnes de l'extérieur qui s'installent là, c'est des néo-ruraux, comme on dit. Il y a justement cette dimension qui est pas abordée de manière frontale, si ce n'est en termes de paysage, mais il y a la question du collectif, il y a la question de la communauté au sens politique, etc. Et puis il y a des destins, des singularités, quoi. Là, on est plutôt dans une forme de singularité. Et donc, quand je parle de rébellion, c'est des histoires où ensemble on décide de faire les choses autrement. Voilà. Parce que ça ne nous plaît pas, parce que et on ne se laisse pas faire. Et quand je dis qu'il y a des choses qui sont subies, c'est que quand on est jeté à bas de son entreprise, quand notre territoire il est déclassé, il est mis en relégation parce qu'il n'est plus rentable, etc. C'est l'histoire du Couserans, c'est l'histoire de l'Ardèche, c'est l'histoire de la Drôme, c'est l'histoire de toutes ces vallées qui étaient peuplées et qui ne le sont plus, parce qu'il y avait un artisanat, parce qu'il y avait... Et puis du jour au lendemain, voilà, dans des lieux très difficilement joignables, on va dire, on décide d'eux, quoi. Hein. Et donc, il y a des territoires qui se rebellent. C'est l'histoire du développement local qui apparaît, qui est institué dans les années 80, mais qui existe depuis la nuit des temps. Enfin, on en parlait comme ça en aparté, mais des histoires de brassage, des histoires de population, de dépopulation, etc., ça a toujours existé. Bon, bref. Et le troisième, justement, le troisième truc que ça me fait, moi, ce reportage, c'est de dire, en fait, on est tout le temps, et les uns et les autres, dans des représentations. On est dans des récits, on est dans des représentations. Et aujourd'hui, dans ce qui est en face de nous, enfin, qu'on partage, me semble-t-il, très nettement depuis ce matin, il y a cette nécessité de se dire ce que l'on veut vivre nécessite que l'on mette de nouvelles lunettes. Pardon. Voilà. Et que peut-être finalement être myope, c'est révéler des choses invisibles. Et justement, cette idée de représentation, elle me semble essentielle. La ruralité, c'est pas que l'agriculture. La ruralité, tu nous montres des usines qui ferment. Bah oui, la ruralité, en fait, a toujours été beaucoup plus industrielle que les villes. Mais ce qu'on voit, pardon Jean-Yves, mais ce qu'on voit dans le reportage de Pierre en Ariège, je ne sais pas s'il y a de la rébellion, il y a une forme de résistance, il y a surtout un choix de vie de personnes qui ont décidé de s'isoler. Il y a une marginalité qui est acceptée, mais la ruralité, ce n'est pas nécessairement ça aussi. Il y a d'abord une population vieillissante. On ne voit pas les locaux, ceux qui vivent peut-être derrière leurs fenêtres. Et puis il y a une autre partie d'une ruralité qui va certainement aussi, qui, pour des raisons de confort et puis d'emploi, travailler en ville. Oui, alors 2 choses. La première, il n'y a pas de rébellion là-dedans. Non, mais enfin,
pour sillonner la France, le Pierre Bonte, si tu veux, du développement local, depuis quelques années. Bonjour, monsieur le maire. J'ose dire ici, parce qu'on peut parler sans peur, sans crainte et sans tabou, j'ose dire ici qu'il faut aller au-delà des apparences. Voilà. Et il y a des territoires que tu connais, et me semble-t-il que tu connais particulièrement bien, qui ont l'impression, qui donnent l'impression d'aller mal, mais qui sont tenus par des gens qui vont bien. Voilà. Et donc il y a des territoires aujourd'hui qui sont sur des économies de rente, même si ces rentes, elles ne sont pas monstrueuses, elles sont tenues, et il y a des gens qui se taisent et qui, l'air de rien, Mais quel type de en profil? profitent. Pardon ? Des personnes qui se portent bien et qui tiennent. Des propriétaires fonciers, Ouais. certains, voilà, enfin des rentiers, quoi, hein, et qui n'ont pas intérêt à ce que les choses bougent, parce que c'est la crainte du changement, parce que c'est la crainte d'un ordre immuable qui risque de changer, qui risque, bon, voilà. Donc, Tu parles de propriétaires en particulier, d'agriculteurs? oui, d'agriculteurs, de propriétaires fonciers, propriétaires forestiers, des notables, si tu veux, qui tiennent l'économie du territoire et qui, bon, voilà. Et donc il y a des territoires où cette économie de rente, elle a volé en éclats et où des nouvelles formes d'économie sont apparues et ont donné des choses. Pour répondre aussi à ta question, c'est que on est devant ce côté qu'il faut rappeler. Hugues, tu l'as rappelé, mais je vais le dire autrement. Mais dans les années 50, les hippies et les babas, c'est des gens qui refusent cette société de consommation. C'est extrêmement éthique et politique, le choix d'aller retrouver des liens nourriciers directs avec la terre, d'où ce terme de néo-ruraux d'ailleurs. C'est un acte politique. Et aujourd'hui, dans cette assemblée, je crois qu'on ne fait que de parler de ça, de dire que cette société qui est devant nous et qui est offerte à nous-mêmes aujourd'hui et à nos mobs demain, je pense qu'on a envie de la remettre en question, on a envie vraiment de la remettre en question. Bon, et me semble-t-il, pour aller dans une forme de relativité qui me semble être importante aujourd'hui, c'est que des images poignantes, des images de déshérence, des images d'isolement, de mots qui sont MAUX, qui sont très très proches, je peux vous assurer qu'on peut avoir un reportage aussi fort et aussi poignant en ville. On peut avoir des quartiers, mais avec des gens isolés, qui vous disent isolés. J'avais rencontré il y a 4-5 ans la présidente des Amis de Paris. Et cette présidente me disait, on parlait, etc. Elle me disait qu'à Paris, des gens avaient des problèmes de transport, y compris dans la capacité d'être mobile d'abord dans leur tête, qu'ils souffraient de solitude, qu'il y avait des problèmes de voisinage, etc., etc., etc. On voit bien aujourd'hui les problèmes sociaux qu'il y a à Paris. On voit bien. Bon. Et donc je crois qu'il faut toujours questionner en fait ce que nous disent les représentations et les clichés. Voilà. Et donc sur cette diagonale du vide, faut arrêter avec ça. Je pense, re-questionner ces clichés, re-questionner ces représentations pour justement réinventer à la fois du sens, à la fois du projet politique et à la fois se redonner confiance pour... Voilà, ce que tu nous dis, Hugues, c'est cette question de confiance. Hein. À partir du moment où il y a du sens, où il y a de la confiance, comme tu dis, mais on déplace des montagnes et on remplit des vallées. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est tout ça qui est au centre, me semble-t-il, de notre soirée. Voilà. Question quand même, parce que la question agricole donc, est prépondérante, hein, on va évidemment l'aborder, on ne va pas l'ignorer, mais tu parles d'actes politiques dans une situation de marginalisation qui correspond à une forme de résistance, de rébellion, d'autres modes de vie et de consommation. Et puis à un moment donné, cet acte politique, je me tourne vers Hugues, devient un acte économique. Là, on n'est plus dans du militantisme. On est dans du bénéfice, faire prospérer des productions, ouvrir des marchés, gagner des marchés. C'est ça. Alors, est-ce qu'on perd son âme quand on entre dans l'échelle d'une plus grande production, comme chez vous, du côté de la Drôme? Est-ce qu'on perd son âme? Moi, je crois que par rapport à ça, d'abord, il y a, chez nous, comme il y a beaucoup de grosses exploitations, parce que là, on voit des agriculteurs qui ont un certain âge, qui sont en difficulté, mais il y a beaucoup de jeunes agriculteurs
qui ont beaucoup de surface, mais qui sont terriblement en difficulté. Je veux dire, la difficulté, c'est pour tout le monde. Donc l'agriculture, par rapport à ça, je pense que c'est vraiment l'intérêt, c'est aussi de montrer que ça existe. On peut faire différemment. Enfin voilà, je crois que c'est l'idée de dire que, par exemple, chez nous, comme on a 30% d'agriculteurs bio, qu'on a 40% des gens qui sont en circuit court, on montre que le changement de pratique et finalement tout le modèle qu'on avait jusqu'à présent, on peut faire différemment. On montre par l'exemple qu'il y a des gens qui sont capables et qui s'en sortent et qui économiquement s'en sortent, parce que souvent on dit oui, il y a les bio, ils ne s'en sortent pas économiquement, mais chez nous on arrive à sortir des revenus en bio. Et voilà, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire c'est plus des gens qui ont des motivations comme idéologiques, c'est des gens qui viennent maintenant par de l'idéologie, mais par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, et les fils d'agriculteurs. Mais chez nous, la moitié des fils d'agriculteurs qui étaient en traditionnel, ils se reconvertissent en bio, parce que ça leur donne du sens, parce qu'ils n'ont pas envie de faire comme leurs parents. D'abord, ça c'est déjà un premier truc, mais c'est systématique. Et puis en plus, ça leur donne du sens. Et puis en plus, je dirais, ils n'ont pas peur du changement et de l'image que ça avait. Alors que les agriculteurs, jusqu'à présent, on leur a tellement dit que c'était bien, que c'est quand même pour eux très très difficile de changer. Quand un agriculteur qui a 50 hectares ou 30 hectares, lui, son discours, quand il arrive à la retraite, c'est de dire « mais moi, je ne veux surtout pas installer quelqu'un, parce que la personne ne va pas vivre, c'est impossible ». Et puis un jeune qui va arriver, il va dire « mais moi, 30 hectares, mais j'en veux que 10 et je vis ». Parce qu'il a un autre système de raisonnement, parce qu'il raisonne différemment, parce qu'il va faire d'autres productions, mais il va changer le système, il va changer le mode de pensée. Nous, notre boulot, quand dans une collectivité, c'est quoi ? C'est changer le mode de pensée des gens. Je veux dire, alors ça ne prend pas des années, ça prend des dizaines d'années. Donc un jeune qui va s'installer, il ne pourra pas comprendre qu'un vieux ne lui donne pas ses terres, ou plutôt le vieux il ne va pas imaginer que le jeune va lui prendre ses terres. Et si jamais il lui donne, et qu'en plus il s'en sort le jeune, mais c'est la double claque. C'est-à-dire qu'il a pris une claque parce qu'il a donné ses terres, double claque, l'autre il s'en sort, alors que lui, avec les mêmes terres, il ne s'en sortait pas. Catastrophique. Donc c'est vraiment une question de remise en cause du système, et que je pense que chez nous, on arrive à le faire passer, parce que ça se fait doucement, parce qu'il y a des gens qui commencent à changer. Moi aujourd'hui, il y a des agriculteurs, mais il y a 10 ans, qui étaient en bio, mais c'était les pires des bio, des gros producteurs d'ail intensifs et tout ça, et maintenant ils font de l'ail bio, ils sont fiers, mais ils retrouvent une fierté qu'ils n'avaient plus. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, vous avez indirectement répondu à ma question. Je vais modifier. Est-ce que ça engendrait un nouvel art de vivre ? Parce qu'on est quand même dans une réalité économique. Je reviens à ça, c'est pas une obsession, mais effectivement, ça marche sur des surfaces différentes. On relocalise, on a des réseaux de distribution directe, on prône le circuit court, la qualité, la proximité. Tout va bien. Est-ce que ça a généré un nouvel art de vivre ? Un mieux vivre ensemble ? Mais moi, je crois. Je prends juste l'exemple. Chez nous, on a une commune qui s'appelle Saillant. C'est une démarche participative. Alors c'est rigolo parce que c'est chez nous en fait, mais on en parle beaucoup parce que c'est la commune où tous les habitants se sont réunis pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble aux prochaines élections, et ils ont fait tous une liste commune, et puis il a fallu tirer au sort presque le maire, quoi, parce que c'était une vraie démarche participative, quoi. Et puis aujourd'hui ils y sont toujours, et puis ça marche toujours. C'est incroyable. Et les élus autour, ils disent c'est incroyable, ils sont toujours là. Parce que tout le monde rigolait quand même, même chez nous, tout le monde rigolait. Maintenant, on s'aperçoit que ça marche. Donc c'est aussi tout ça pour répondre à ta question. Oui, c'est un art de vivre, et c'est aussi une manière de vivre différemment, et on prouve qu'on peut vivre différemment. Et que je pense que c'est ce qui fait la spécificité de chez nous, c'est des gens qui ont pensé différemment. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils disent « Ah mais vous, même les gens, ils disent « Mais on s'habille pas pareil qu'en France, j'allais dire. » Pardon, excusez-moi. Mais... Voilà, je crois que c'est aussi d'autres critères. Ouais, je peux sortir si tu veux. Hein. Non. C'était choisi la couleur, non ? Je ne savais même pas que j'étais là ce soir, alors. Bon, voilà. Donc c'est aussi un art de vivre, je pense. Hein, et il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous à cause de ça. Et ça, c'est de plus en plus. Et beaucoup de jeunes viennent
à cause de ça. Donc c'est aussi, moi je suis hyper optimiste parce que je vois des jeunes qui ont la pêche et qui ont envie et qui sont fiers et qui retrouvent et qui réinventent des choses que certains ont inventées il y a 20 ans et qu'on continue d'innover, quoi. On va en venir à notre question quand même sur le rôle de l'agriculture dans la revitalisation des territoires ruraux. On peut compter sur elle, Jean-Yves, ou ça pose problème, cette problématique, comme toute problématique. Alors justement, c'est une problématique qui n'en pose pas. En toute, Je sens quelque chose d'embarrassant entre agriculture et territoire rural. Non, mais on en discutait avec Sylvain. Je trouvais ça incroyable qu'aujourd'hui, avec pertinence, mais qu'on organise des séminaires avec agriculture et territoire. C'est-à-dire que ça devrait être un pléonasme, quoi. Et en fait, c'est quasiment un oxymore aujourd'hui. Alors, ce matin, à la table ronde, Olivier, mon collègue Olivier Duluc, on se différencie parce que lui, c'est un faux gros et moi, je suis un faux maigre. Mais disait en fait que l'agriculture aujourd'hui, c'est échapper des territoires. Parce qu'elle a voulu aller sur les marchés financiers, parce que c'est devenu une marchandise comme une autre. Et que finalement, cet état aujourd'hui, ce constat nous dit que le lien qu'il y avait très fort entre agriculture et territoire n'existe pas ou n'existe plus, ou alors que rarement, et qu'effectivement, ça ne va pas de soi, quoi. Hein, et qu'on est quasiment à retisser des liens aujourd'hui, à se dire, mais comment peut-on retisser des liens ? Ça, c'est un drôle de constat. Hein, c'est un drôle de constat. Et c'est bien ça, aujourd'hui, qui nous est proposé à nous, citoyens. C'est de dire, est-ce qu'on accepte qu'effectivement ce soit le marché qui fabrique du paysage, parce que c'est ça ce que tu nous montres, ou est-ce qu'on a envie encore de garder la main, c'est-à-dire la version démocratique au sens premier du terme. Est-ce qu'on a encore, par contre, la main sur les leviers? Est-ce qu'on peut encore les atteindre par rapport aux multinationales et par rapport à ces questions de rentabilité ou pas? Ça, je ne sais pas. C'est une vraie question démocratique. Mais bon, je veux dire par là que ce qui est au centre aussi ce soir de notre débat, c'est de dire soit on regarde et on essaye de refaire le monde, et là, les bras nous en tombent, parce que personne ne s'en sent capable, et c'est logique. Ça dépend quel monde. Oui, enfin, Quelle échelle, en tout cas. Le monde, si tu veux, dans la définition... On voit des reconstructions de petits mondes, alors, les microéconomies, on les multiplie, on change le monde. Voilà. Eh ben, c'est qu'est-ce que je voulais dire. Pardon. C'est de dire que le territoire de vie, en fait, la proximité, le local, dans le développement local, c'est ça. C'est au moins, là-dessus, on a les moyens d'agir. Au moins, même si c'est sur 5 ou 10 mètres carrés, là, on peut maîtriser notre chose. C'est ce que nous racontent ces gens-là aussi. Hein. Et cette histoire du développement local, c'est bien évidemment pas pour rester dans un bocal, comme dit l'expression, mais c'est pour recréer le monde. Parce qu'à partir du moment où tu peux avoir non seulement de l'emprise, mais en plus des résultats, c'est bien évidemment plus encourageant et plus motivant que quand on te dit il va falloir que tu refasses en fait le système économique de la planète et que tu ailles te battre contre Total et quelques fonds de pension qui... Voilà. Donc il y a un enjeu très fort. Deuxième enjeu, c'est que on est en face, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Ce n'est pas un problème d'un tel syndicat, etc., etc. Il y a un problème très clair, un problème de société. C'est un problème de civilisation. On n'a pas des crisounettes en face de nous. On nous dit simplement qu'il y a un petit problème au niveau climat, quoi. Ça va chauffer, quoi. On nous dit qu'il y a un petit problème en termes de biodiversité. Enfin, ça va, quoi. Vous le savez, on le sait tous. Ça craint, quoi. Ça craint du boudin, même. Bon. Et donc, si vous voulez, il y a un vrai projet de société, un vrai projet de civilisation là-dessus. Alors, on parle de transition, pourquoi ? Parce qu'évidemment, là encore une fois, c'est un mot qui fait du bien. C'est de dire, bon, on ne peut pas changer du jour au lendemain parce que ça va être le bazar, c'est sûr, et puis ça décourage. Donc il faut se mettre en chemin. Voilà. Et donc la transition, c'est ça. Il faut qu'on se mette en chemin. Mais ceci dit, moi, il me semble que ce qui est là aussi autour de nous et devant nous, c'est bien cette question de dire comment on reprend la main. Et comment on reprend la main, c'est le projet de territoire. Voilà. Mais si le projet de territoire, il n'est pas à un moment ou à un autre
en relais avec un projet plus important, un projet de société, on risque de s'esquinter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on regarde notre affaire, il y a des lieux de pouvoir qui peuvent être pris dès demain, qui sont les lieux où on fabrique le projet de territoire. Et comme disent les Grecs, il y a un kairos aujourd'hui, il y a un kairos, qui est le temps des opportunités. Il y a aujourd'hui, pour des agriculteurs, pour la FNAB, il y a très clairement peut-être l'urgence, essentielle en tout cas, d'aller discuter avec les intercommunalités XXL pour leur dire, voilà, on va être des acteurs du projet de territoire. Et dans ce projet de territoire, il y a un projet agricole. Parce que l'agriculture, c'est des hommes, des femmes, c'est des paysages, c'est de la biodiversité, c'est du social, c'est de la santé et c'est de l'alimentaire. Et je finirai juste comme ça pour dire un truc. Mais je dirais, peut-être qu'il est temps, dans les petites collectivités, d'arrêter de singer l'administration napoléonienne et de continuer à fabriquer de l'administration et de l'administration en silo, l'administration sectorielle. Peut-être qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de faire péter tous ces trucs-là, 40 ans après, les résultats qu'on connaît, qu'on a rappelés ce matin, etc., formidable, l'agriculture, l'autosuffisance nationale, et puis aujourd'hui nourrir le monde, c'est peut-être de balayer un petit peu ce problème d'agriculture pour dire on va inventer une administration qui va ressembler un petit peu plus à la vie, c'est-à-dire à la complexité de la vie, c'est-à-dire on va parler de santé et d'alimentation, on va parler de paysage, de culture, et on va parler de biodiversité, ou on va parler certainement de cohésion territoriale, d'écosystèmes territoriaux, plutôt que d'agriculture. Voilà. Mais cette réalité-là naît quand même de personnes qu'on appelle maintenant, on parle de société civile, il y a eu un acte citoyen. À quel moment, c'est pas une obsession là, par rapport à l'acte politique, à quel moment ça devient un acte politique? BioVallée, ils s'en sortent parce qu'ils ont pris le pouvoir, comme nous le disait Hugues. Donc maintenant, c'est pas les rois du pétrole, tout le pétrole, mais eux ont le pouvoir de décision. À quel moment il y a, même localement, un acte politique qui permet de donner encore plus de force à ces expressions citoyennes? À chacun son histoire et sa spécificité, mais aujourd'hui, dans le b.a.-ba du développement local, c'est le rassemblement d'acteurs qui construisent, qui échangent, qui construisent de l'intérêt général et une vision de leur territoire. C'est l'histoire de BioVallée, c'est l'histoire du projet de territoire qui n'est autre chose que des acteurs qui, ensemble, des acteurs, des habitants, des citoyens qui se réunissent, etc. On s'est battu pour ça. Et aujourd'hui, ça s'appelle la décentralisation, etc., etc. Et aujourd'hui, on est, moi, je suis sidéré de constater ce que je constate, c'est-à-dire qu'en fait, les questions de projet de territoire sont chasse-gardées, réservées aux professionnels de la profession, sont complètement dévoyées pour faire arriver sur le local un peu d'argent sous forme de dispositifs et de politique. C'est du descendant. Voilà, je suis, je vous le dis comme je le pense, mais je suis un peu chafouin de constater que Ça, c'est un terme agricole. Oui, bien sûr. De constater que quand on parle de projet de territoire, aujourd'hui au niveau des communautés de communes, il y a cette expression « touche pas au Grisby » qui est donnée par certains agriculteurs, par certains syndicats et par certaines chambres d'agriculture, qui fait que la communauté de communes n'ose pas, les élus n'osent pas s'intéresser à la question agricole. Parce que c'est « touche pas au Grisby », quoi. Et donc il y a une forme de réappropriation et de reprise du pouvoir par des gens pour traiter des questions qui importe, alors je ne sais pas si on peut parler d'art de vivre ou de mode de vie, mais en tout cas qui va les impacter. Et pour moi, il y a une bombe là qui ne peut que vous servir ou que nous servir pour rebattre les cartes, qui est la question de la santé, qui est la question de la biodiversité, qui est la question que les gens, malheureusement, dans leur chair, sont en train de prendre en pleine poire, quoi. Et de dire, il y a un moment où il faut remettre de la complexité, il faut reprendre les choses. En tout cas, pour être très, très simple et très clair, la question de la capacité d'agir par rapport au local, Saillant nous le montre, il y a plein d'exemples, c'est tout simple, c'est se dire oui, on va prendre un petit peu de temps, on va peut-être se former, on va peut-être apprendre deux, trois concepts, etc., discuter entre nous, mais les lieux de pouvoir, et les lieux de pouvoir pour parler
agriculture et pour parler social et pour parler paysage, oui, c'est peut-être d'abord et essentiellement au niveau du périmètre, du territoire de vie, de la communauté de communes où il faut y aller. Mais c'est maintenant qu'il faut y aller. Pour la culture, moi j'ai adoré l'intervention de Guillaume ce matin, que je trouve vraiment lumineuse. Cette question de... Alors avec Olivier Duluc, on s'est dit, contre la ferme des 1000 vaches, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est la ferme des 1000 territoires, en gros, mais c'est les 1200 EPCI où il faut y aller, il faut être présent, il faut construire avec eux une stratégie, un projet de territoire qui mêle agriculture avec santé, alimentation, sociale, environnement, biodiversité et paysage. C'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant. Oui. Moi, je voudrais être aussi, je dirais, par exemple, ce que j'ai dit, c'est hyper fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a le département qui a changé de bord, la région qui a changé de bord. Nous, on est des ovnis. Et les ovnis, ils ne restent pas forcément quand ils sont minoritaires. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut être très très fort pour rester ovni, quoi. Enfin, donc attention. Enfin, moi, je dis... et puis même les 1200 intercos, c'est plus des intercos rurales, c'est des intercos urbaines, avec un pouvoir plutôt urbain. Et des urbains qui travaillent sur l'agriculture, c'est pas tout à fait pareil que des élus ruraux qui travaillent sur l'agriculture. Donc ça, c'est une nuance qui me paraît fondamentale. Hein. Alors c'est sûr que sur l'alimentation, on va y aller. Sur le périurbain, on va y aller. Mais alors sur le rural profond, ils n'ont plus de moyens. Les collectivités, elles n'ont plus de compétences, plus de moyens. Et ben c'est la cata. Enfin, je veux dire, et l'interco, ils font plus rien. Enfin, je vois chez nous, là où on avait des intercos qui étaient fortes au niveau agricole, et ben ça y est, c'est fini, quoi. Donc nous, on est un peu les ovnis. Un autre point que je voulais juste redire, c'était... c'était quoi? Oui, nous, on est passé, par exemple, d'un territoire agricole rural, et puis maintenant, on fait du périurbain rural. Et puis en fait, nous, nos élus, ils ont dit, mais attention, on perd notre âme, là. Et notre âme, c'est l'agriculture. Et en fait, si on travaille sur l'agriculture depuis 30 ans, parce que c'est notre identité. Donc on donne du sens, on donne de la cohérence à un projet, et on a une identité qui est historique. Et là, tout le monde s'y retrouve. Et je trouve que c'est aussi très important en termes de stratégie et de message à long terme. C'est-à-dire que tout le monde se sent agriculteur avec sa grand-mère, son grand-père, et là, il y a une fierté d'avoir cette agriculture. Et je crois que c'est super important. Et souvent, on perd ça. Parce qu'en fait, on donne le sens, c'est aussi l'histoire, c'est aussi plein de choses. Mais en quoi une ceinture verte périurbaine serait inacceptable quand on est producteur? Parce que ça va dans le sens aussi d'une alimentation de proximité. Mais je dis absolument pas ça. Parce que tu parlais de périurbain. Oui, mais parce que en fait, l'agriculture, je vois chez nous, entre l'agriculture des baronnies, du Diois et tout ça, et l'agriculture périurbaine à 30 km de Valence ou d'autres grandes villes, ça n'a rien à voir. C'est pas la même agriculture, quoi. Donc et on défend pas. Et plus on est dans le monde rural, plus les élus ont du mal à faire passer le message du développement local, hein, parce que c'est chasse gardée à la profession. Enfin, faut être clair. Donc il faut être encore plus fort. Plus on est loin du urbain, plus on a des difficultés. Et puis après, un autre point très bassement matériel, c'est-à-dire qu'une communauté urbaine, elle met 1% de son budget dans l'agriculture, il va y avoir 2 chargés de mission. Une communauté rurale, elle met 1%, elle a 0,1% d'animateurs. Donc ça veut dire qu'ils n'ont plus les moyens. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et puis ça veut dire que le monde rural va être sous emprise du monde agricole, avec les collectivités qui n'ont plus les moyens de travailler sur l'agriculture. Et donc on perd une perte d'identité. Et les circuits courts, l'alimentation, c'est pas la priorité quand tu es en difficulté en monde rural. Enfin, la fracture rurale, c'est grave, quoi. Enfin, nous, on le sent terriblement, quoi. L'argent va à la ville, et puis au rural, c'est plus tout à fait ça. Hein. Comme tu le disais, Auvergne-Rhône-Alpes, vous n'êtes pas aidé. Hein. C'est loin qu'on puisse dire. Je ne sais pas ce que ça va faire là, dans les années qui viennent. Une explication, Olivier, de la relance de l'activité de Scopti. Comment gagner confiance, comment trouver des producteurs, comment leur expliquer qu'il y a un nouveau mode de savoir-faire, enfin une autre vision de l'entreprise. La mise en place,
Est-ce que vous avez bénéficié d'une bonne image de votre savoir-faire avec Fralib, et puis finalement ça a ouvert les vannes? Vous avez été obligé de convaincre tout le monde? Alors, c'est pas simple. Alors, l'avantage de la longueur du conflit, on l'a pas fait exprès, hein, on n'a pas essayé de rentrer dans le Guinness. Et 1336 jours, hein, je rappelle. Ça nous fait un bon nom pour notre marque, mais bon, quand on rentre en conflit, je me souviens, quand ils annoncent le projet de fermeture le 28 septembre 2010, on sort dans les Bouches-du-Rhône d'un conflit qui avait duré 501 jours. C'était l'occupation de la réparation navale sur le chantier de Marseille qui venait de repartir. Et donc, quand on nous annonce, on fait un rassemblement et les copains de la réparation navale sont là. Et j'avais eu le malheur de dire, par rapport à mon expérience et ce que je voyais, ma vision, nous, ça ne durera pas aussi longtemps que la réparation navale. À l'arrivée, on en a fait 3 fois plus. Mais bon, on ne l'a pas fait exprès, on ne l'a pas cherché, on n'a pas voulu. Voilà, c'est construit comme ça et la longueur du conflit. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'avantage, la longueur, bon, ça a été difficile sur plein de plans, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce n'est pas le sujet. Par contre, l'avantage, c'est que ça nous a permis très rapidement, parce que dès le 4 janvier 2011, on présente à la direction ce qu'on a appelé, c'était un 4 pages, pour une solution alternative à la fermeture. Donc on s'est tout de suite projeté sur une solution alternative à la fermeture par rapport à ce que le géant Unilever voulait nous imposer. Ce qui nous a permis, donc du coup la longueur nous a permis de construire tranquillement et de faire un certain nombre de choses. Donc quand on atterrit le 26 mai 2014 avec l'accord de fin de conflit, on n'est pas complètement démuni sur ce qu'on veut faire. On a déjà construit un certain nombre de choses. D'ailleurs, avec l'ancienne équipe au niveau régional, parce que dans la région PACA, non seulement ça a changé, mais on n'a même plus de clé d'entrée, puisqu'il n'y a plus d'opposition. Ou pas une vraie opposition, ils sont tous ensemble là. Donc là, c'est compliqué pour nous. Mais quand on le construit notamment, puisque dès le début du conflit, dès l'instant qu'on décide de s'orienter sur une solution alternative, on ne sait pas qu'on atterrira sur une scope. Hein. On ne s'est pas levé un matin en se disant tiens, on va faire une scope. Nous, au départ, notre bataille, c'est garder notre outil industriel et nos emplois, sous toute forme. Après, évidemment, l'appétit venant en mangeant, quand on s'est aperçu qu'on pouvait, en plus de conserver nos emplois, se réapproprier l'outil industriel et travailler d'une autre manière et créer notre scope, évidemment, plus ça a avancé, plus on en a rêvé et on l'a obtenu. Et donc, on a travaillé avec les collectivités. La première démarche, ça a été dès janvier 2011, quand on présente notre solution alternative, de faire un peu le tour des popotes. À part la mairie de Gémenos, qui était d'hiver droite, on va dire toutes les couleurs politiques, c'était plutôt ou rose ou rouge. Donc avec une écoute plutôt attentive et de soutien à notre conflit et de prendre en compte notre projet alternatif. Et donc notamment la région a été, on a été voir la mairie de Gémenos, la mairie d'Aubagne parce que beaucoup de nos salariés habitent dans cette commune, la communauté urbaine de Marseille, puisqu'on en dépendait sur le lieu où on était, l'agglo d'Aubagne puisque beaucoup de nos salariés étaient dessus, le conseil général et le conseil régional. Ils ont décidé, tout ce beau monde, déjà de dire qu'ils nous soutenaient dans l'action qu'on menait pour garder l'outil industriel et la marque éléphant. J'y viendrai, pourquoi la marque éléphant, juste quelques secondes. Et ils ont décidé que la région serait l'endroit, puisque c'est ses prérogatives sur la partie, le volet économique, pour nous aider, d'abord dans une expertise pour travailler une solution alternative, et ensuite, après, nous accompagner. Donc on a eu une expertise qui a duré presque 1 an, avec un rapport d'étape qui a été rendu à un moment donné, notamment au rythme du combat qu'on menait, avec les décisions de justice qui, un coup, étaient bonnes pour nous, un coup, étaient mauvaises, mais on a quand même fait annuler 3 plans sociaux à Unilever. Et donc, au départ, quand on construit la solution alternative, on est sur, je me souviens, le premier rapport d'étape, on l'écrit comme ça, 3 pistes de réflexion, soit repreneur, même si on ne l'écrit pas comme ça, mais soit une reprise d'activité pour voir avec d'autres que d'Unilever comment on poursuit l'activité, soit une SIC. Et là, l'intérêt, il était évident et continue à être évident, puisque nous, notre projet, il porte sur la relance de la filière des plantes aromatiques et médicinales. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'histoire les conséquences sur le tilleul désengagement des grands groupes, parce que Unilever fait comme ça, mais Ducrot a fait la même chose. Les ateliers de Ducrot, ils sont complètement vides là-bas. Par contre, le foncier de Ducrot, il est toujours là-bas. Là, ils vivent très bien, la famille, mais par contre, il n'y a plus les emplois qu'il y avait derrière.
Et donc, ils font exactement la même chose qu'Unilever. Et donc, ce qui a eu pour conséquence, en donnant l'exemple sur le tilleul, quand aux plus belles années, la cueillette était autour de 400 à 450, 500 tonnes selon les sources qu'on peut trouver, dans les années 70-80, aujourd'hui, c'est plus que 10 à 15 tonnes. Alors que les tilleuls sont toujours là. Il suffit d'aller se promener là-bas dans la Drôme pour les voir. Alors même si aujourd'hui on ne pourrait pas, si on remettait tout en route, cueillir tous les tilleuls tels que ça se faisait avant, parce que notamment ceux qui sont en bordure de route, ils sont remplis de plomb, donc c'est pas par rapport aux normes de qualité qu'on recherche, c'est pas bon, mais il y en a quand même un paquet qui sont exploitables et qui sont plus exploités. Pourquoi ? Parce que les producteurs, alors c'est aussi une cueillette qui était très familiale, qui était un complément de revenu. C'était souvent en famille que ça se faisait, mais aujourd'hui, il n'y a plus pour eux de débouchés pour le faire. Donc nous, on essaye de relancer tout ça. Donc il y avait un intérêt économique, parce que ce qui est valable pour le tilleul est valable pour la verveine, la camomille, je l'ai dit tout à l'heure, et toutes les plantes qui rentrent dans la composition de nos infusions. Et donc la région, de par son rayonnement économique, pouvait tout à fait rentrer dans notre scope et que ça devienne une SIC, avec l'intérêt collectif qui est de travailler en lien avec les producteurs pour nous aider à reconstruire tout ça. Ce qui est dommage, c'est que, parce que nous on termine en mai 2014, donc il n'y a pas encore le changement de région et de majorité à la région. Et quand pendant tout le combat, donc on a construit avec eux, on a fait un certain nombre de choses, il y a eu pas mal d'aides, hein, pas le nier, l'accompagnement a été fait. Mais quand on sort et qu'on a, nous, obtenu les conditions pour démarrer la SCOP, alors 2 mots sur la marque Éléphant. Pourquoi on revendiquait que la marque Éléphant nous revienne ? C'est qu'aux plus belles années, sur le site de production d'Unilever, pour vous donner une image, on a traité jusqu'à 6000 tonnes de produits. Sur les 5 dernières années avec Unilever, ils nous avaient réduit à 3000 tonnes pour justifier qu'on était les moins rentables. Aujourd'hui, notre projet, il repose autour de 500 tonnes à horizon 2018. Donc, vous voyez un petit peu le gap. Et donc la marque Éléphant, à elle toute seule, en France, c'est autour de 500 à 600 tonnes. Donc avec la marque Éléphant, notre projet déjà nous permettait de démarrer et d'être serein. Donc là, on s'attaquait aux droits de la propriété d'Unilever, etc. Même si, vous verrez... Avec le risque de perdre quand même. Le risque de perdre. Contre Unilever. Oui, bien sûr, ça, mais bon, ça, il n'y a que les combats qu'on mène pas qu'on est sûr de perdre. Nous on l'a mené et on l'a gagné. Donc on est toujours parti dans l'idée de se battre et que de toute façon on obtiendrait des choses. Et donc le fait et la marque, au-delà de la quantité, pour nous, on considère qu'une marque qui a été créée il y a plus de 120 ans maintenant par des familles à Marseille, deux familles, donc qui a traversé plusieurs générations, on considère qu'elle appartient plus aux travailleurs qui l'ont amenée à la notoriété qu'elle est aujourd'hui, plutôt qu'à une multinationale qui l'a acquis dans les années 70 et qui de toute façon va la tuer, puisqu'ils la laisseront mourir pour passer tous leurs produits sous la marque Lipton, qui est une marque milliardaire, et dans leur terme de communication, ils ont déjà essayé de le faire, ils n'ont pas réussi, mais sur le moyen long terme, c'est ce qu'ils feront. Donc voilà, donc la petite parenthèse sur la marque Éléphant, pourquoi on l'a réclamée et pourquoi aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, parce que comme on ne l'a pas eu, on n'a pas les volumes qui vont avec, il a fallu recréer la marque, et c'est un peu compliqué, et c'est loin d'être gagné. On avance, le lancement a été une réussite, mais là aujourd'hui on est vraiment dans une situation où il faut vraiment que ça décolle pour qu'on puisse voir les choses sereinement. Et donc voilà, le lien avec la région, c'était pour nous, c'était évident. Quand on sort en mai 2014, comme je l'ai dit, il n'y avait encore pas eu l'élection, et que on se remet autour de la table avec nos interlocuteurs. Nous, on est toujours sur l'idée de la possibilité de faire une SIC. Et ça allait même plus loin que ça, puisque si on se réappropriait le site industriel comme on l'a fait, la communauté urbaine de Marseille avait préempté puis acheté les bâtiments, donc on avait tout pour nous. Nous, on avait récupéré l'outil industriel. La communauté urbaine de Marseille était propriétaire des bâtiments et des terrains. La région pouvait toujours intervenir dans le cadre d'une SIC. Et l'idée, c'était de dire, on fait du site de Gémenos un pôle de l'économie sociale et solidaire. Avec nous, une partie de l'activité, mais je vous l'ai dit, notre prétention, c'est pas de retourner à 6 000. Nous, simplement, c'est de faire vivre l'entreprise avec eux. Donc, on pouvait mutualiser avec d'autres acteurs économiques sur le site, et donc la région pouvait piloter ça. Et là, on nous a dit, oui, mais on vous a dit ça pendant ça reste toujours
un projet pour nous, Ouais, mais on c'est dans préfère voilà, le pastis. c'est dans les valises Retraités. et c'est du long terme. Mais vous, faut que vous trouviez une solution tout de suite, quoi. Grosso modo, on nous a dit, on nous a fait rêver à un moment donné, mais je pense qu'à un moment donné, nos interlocuteurs, ils pensaient pas qu'on allait gagner. Et quand on a gagné, ils se sont trouvés un petit peu démunis pour assumer. Voilà. Bon, donc du coup, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, eh ben, quand on est donc, devant le fait accompli et qu'il faut recréer tout, au départ, nous, modestement, on imaginait, il fallait qu'on reconstruise tout dans l'entreprise. L'amont et l'aval de l'entreprise, parce que Unilever nous avait complètement déshabillés, à la fois de la partie achat, et comme tous les grands groupes font, hein, on n'est qu'un centre, les entreprises sont les sites industriels sont que des centres de coûts, et puis il ne faut surtout pas s'occuper de tout ce qui est rentabilité. Ça, c'est leur... et le centre de profit pour Unilever, en ce qui nous concerne en France, il est situé à Schaffhausen. Alors si vous écoutez Unilever, ils vont vous dire que c'est parce que c'est le centre de l'Europe, hein, et puis c'est mieux de se positionner là. Ils ne vont pas vous dire que c'est parce qu'il n'y a que 6% de fiscalité, c'est surtout pas pour ça qu'ils l'ont fait, hein. Et quand nous, on s'est retrouvés devant les tribunaux parce qu'on disait qu'ils détournaient le fisc, donc il ne faut surtout pas, c'est ce que j'ai appris pendant la lutte, il ne faut surtout pas dire détourner le fisc, il faut dire qu'ils optimisent fiscalement. Ça, on a le droit de le dire, mais on n'a pas le droit de dire qu'ils détournent le fisc. Et donc, on a reconstruit. Au départ, donc, avec nos idées à nous, puisqu'il n'y avait pas la marque éléphant, donc il fallait qu'on donne quand même des volumes à la machine. Donc, on a fait une étude. Enfin, déjà pendant le conflit, on avait quand même, dans la construction, on avait réfléchi. Et on est sur un secteur de marché où la grande distribution, pour leur marque propre, en règle générale, sur tous les produits qu'ils ont, ils ont une dizaine de faiseurs sur le marché français qui mettent en concurrence en permanence. La particularité des thés infusions, c'est qu'il n'y en avait qu'un en France, qui détenait 80% du marché. Donc on savait très bien que si on se positionnait là-dessus, c'était un moyen d'avoir assez rapidement quelques volumes. Donc on ne s'est pas trompé, puisqu'on a déjà signé 4 marchés là-dessus, on a un peu plus d'1 an, qui nous font, en année pleine, feront à peu près 250 à 300 tonnes. Donc ça nous permet là déjà d'avoir ce volume-là, mais avec ça, ça nous donne du volume, ça nous permet d'éponger un certain nombre de coûts fixes, mais ce n'est pas suffisant, c'est pas là-dessus qu'on fait de la marge. Donc le nerf de la guerre pour nous, c'est vraiment les marques qu'on a lancées. Donc pourquoi 2 marques? Au départ, nous, on est dans l'idée vraiment de rester sur la relance de la filière des plantes aromatiques régionales. Plus largement au niveau national, mais voilà, on est sur ça. Et donc on se dit, comme on connaît les quantités disponibles sur le marché, on ne peut pas tout de suite aller au niveau national, parce que là, on va se casser les dents. Donc on avait une réflexion qui tournait de démarrer une marque au niveau région sud-est. Voilà, on comptait démarrer comme ça. Quand on construit l'équipe commerciale, les professionnels qu'on a rencontrés, avec qui on travaille aujourd'hui, mais on est en train de réfléchir à une réorganisation, nous convainc assez rapidement que la notoriété qu'on avait obtenue dans le conflit par la lutte allait nous servir au niveau national, et que c'était stupide de démarrer au niveau régional et pas profiter de cette notoriété-là. Parce qu'on n'a pas les moyens financiers d'Unilever en termes de communication. On savait très bien, et ça a été une réalité, que dès l'instant qu'on allait démarrer, il y aurait de la communication qui se ferait par les journalistes qui s'intéressent, etc. Et ça continue, hein, j'en profite pour faire un petit coup de pub. Comme ça, Interception voilà. France Inter dimanche prochain à 9h10. Entre 9h et 10h. Long reportage sur Scopti. Voilà. Donc comme ça, vous aurez le complément de notre histoire dimanche matin. Et donc ça continue. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un petit peu de la pub pour nous sans frais. Et donc on est parti tout de suite au niveau national. Mais sauf que de partir au niveau national, c'était incompatible avec parce que nous, on voulait vraiment travailler à la relance. Donc on a décidé de faire 2 marques. La marque 1336, qui, elle, la cible est plutôt les grandes et moyennes surfaces. Et la gamme Scopti, où là, 1336, on est plus sur du conventionnel, même si on ne s'interdit pas de faire du bio dessus, mais on est plus sur du conventionnel. Et au maximum, on favorise sur les emballages, ça c'est sûr, c'est que d'origine France, mais les matières premières, mais pas que, parce que à aujourd'hui, les disponibilités sont pas celles qu'on attend pour pouvoir y aller. Et la gamme Scopti, où là, par contre, là, on est 100% origine France, et avec des matières premières, sauf le thé, hein, notre thé Darjeeling, il vient de l'Himalaya. Là, pour l'instant, on n'a encore pas trouvé de culture de thé en France, ou pas à des niveaux, même s'il y a quelques petites expériences, mais pas
pas au niveau industriel. Et donc, l'ensemble des plantes aromatiques sont issues du terroir local. Voilà, donc, on a cet exemple du tilleul des baronnies. On a la verveine, on a la camomille, on a le tilleul menthe, etc. Et alors, la cible est plus de circuits spécialisés. Mais là où on découvre un certain nombre de choses et on voit des choses qui changent, parce que même y compris au niveau économique, avec ceux qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait, on rencontre de grosses, enfin pas des difficultés, je ne vais pas le dire comme ça, parce que sinon ça serait mentir, et puis je n'ai pas envie de dire de mal de ces structures-là, parce qu'on veut travailler avec eux, mais c'est très long, par exemple, d'être référencé chez Biocop. On a commencé des discussions avec eux dès septembre 2015, on est passé en commission qu'en octobre 2016. On a un avis favorable de la commission pour référencement niveau sud-est, mais on rentrera qu'en septembre 2017. Carrefour, on entre dedans comme dans du beurre. Alors que Carrefour nous a décerné le trophée RSE pour notre projet des plantes aromatiques, trophée 2016. Donc, mais est-ce que vous donc n'allez pas trop vite? Parce que moi, je ne comprends plus. Il y a production locale, essayez de la relancer. Moi, la méthode, je veux bien l'entendre. Est-ce qu'il y a des propriétaires qui ouvrent leur lieu, qui transmettent leur outil de travail et leur zone de production? Est-ce que les élus aident à cette démarche? Et vous partez d'emblée en disant, là, on a une capacité de production, il faut qu'on attaque la grande distribution. C'est pas aller un peu trop vite, ça? Vous pourriez faire du Made in Provence, avoir des réseaux de proximité, des épiceries fines ou des marchés, plutôt que de dire on va attaquer Auchan et Carrefour. Alors, on a souvent cette réflexion-là, notamment sur l'incompréhension, le fait qu'on ait été sur le terrain de faire les marques distributeurs, et à côté de ça, on est sur nos produits à nous, 100% naturels, Scopti avec un produit vraiment haut de gamme, bio, etc. Et même 1336, arôme uniquement naturel, il n'y a pas d'arôme de synthèse. Et je peux vous garantir que la différence, et pour y avoir travaillé pendant 35 ans, entre un thé Lipton et un breakfast chez nous ou un Darjeeling, Ils vendent bien ces produits. Il n'y a pas photo, et on sait très bien comment c'est fait à l'intérieur. Mais non, on va pas trop... En fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a souvent dans les débats des gens qui ne sont pas... C'est pas un reproche, hein, vous êtes les bienvenus chez nous, mais les gens qui n'ont pas visité l'usine nous font souvent cette remarque-là. Dès l'instant qu'on a vu l'usine et qu'on a vu notre capacité industrielle et la lourdeur qu'il y a derrière, tout le monde comprend tout de suite. On ne pouvait pas se permettre sinon, on aurait fait un autre choix, c'était possible. Hein. On aurait pu, en 2014, dire, bon voilà, on se pose les 76, chacun prend ses disponibilités et on sort les quelques machines qui nous intéressent, on trouve un petit local adapté, on fait une petite production tranquille, on repart à une vingtaine et tout va bien. Nous, non, on a fait le choix et on va jusqu'au bout de notre logique de faire la démonstration que ce n'était pas justifié qu'Unilever ferme cette usine. L'activité industrielle avait toute sa raison d'être ici, et on veut faire la démonstration qu'on est en capacité de la faire tourner. Donc c'est pour ça qu'on a mis la barre très haut, on en est conscient, mais on veut aller au bout des choses. Alors, pas aider, parce que quand on termine la lutte des Fralib, nous on rêve, comme je pense beaucoup d'entre vous ici, d'un réel changement de société. Sauf qu'on n'a pas fait tomber le système capitaliste avec la lutte des Fralib. On aurait bien aimé, mais excusez-nous, on n'a pas réussi. Donc quand on passe la porte de Scopti, nous on travaille avec nos règles et nos règles de vie à nous, mais quand on passe la porte et qu'on va discuter avec certains interlocuteurs, on a vite compris, si on avait un doute, que le système il est toujours là. Donc c'est pas simple là aujourd'hui. Là on est sur un terrain où les cartes on les a pas tous dans les mains, et en face, et y compris notre ex-employeur, nous facilite pas la tâche. Il verrait bien d'un bon oeil qu'on n'y arrive pas, quoi. Voilà. Et vous êtes d'accord, finalement, quand Jean-Yves Pinault dit il y a une agriculture qui a été sacrifiée sur le trône de la mondialisation déterritorialisée, j'ai toujours du mal à le dire. Unilever, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Mais alors pour finir sur le, on va pas trop vite. Non, parce que je vais donner un exemple sur notre histoire avec le tilleul des baronnies. Comment c'est venu? Pendant la lutte, on a fait une multitude d'actions qui allaient des fois à la gêne des citoyens, bloquer des autoroutes, etc. C'est pas par plaisir, mais bon, pour faire parler de nous.
pas glorieux, mais bon, voilà, on a occupé l'usine de manière illégale. Il a fallu qu'on se mette dans l'illégalité parce que sinon, on aurait visité l'usine et aujourd'hui, je ne serais pas là pour vous parler du projet de Scopti. Donc, il a fallu, par rapport à certaines étapes dans le conflit, rentrer dans l'illégalité. Et on a pris le ministère de l'Agriculture en plein plan Vigie de Perrate Rouge, par exemple. C'était un truc de fou. Et, le fait de l'avoir fait, un quart d'heure après, on était à l'Élysée. Hein, donc là, ils n'ont pas voulu faire de la pub là-dessus. Donc on a fait une multitude. À un moment donné, on a vidé les rayons X fois de la grande distribution des produits Unilever. On appelait au boycott des produits Unilever. On rentrait dans les grandes surfaces. Tout ce qui était Unilever, on mettait en caddie, on ramenait en réserve. Donc voilà. Quand il a fallu après aller voir les mêmes pour leur dire faut mettre nos produits, des fois c'était pas forcément simple et c'est toujours pas forcément simple. Et puis à un moment donné, on s'est posé. Et puis c'est des rencontres comme ça. Je me suis retrouvé un jour en mai 2013 à l'initiative de Mediapart, les amis de Mediapart, à un débat à Lyon où était invité Édouard Martin pour Florange, Charles Piaget pour les LIP et puis moi pour parler de la lutte des Fralib. Et en écoutant Charles Piaget par rapport à son histoire des LIP et ce qu'ils avaient mis en place, ça m'a donné l'idée et aussitôt quand on est rentré, que j'ai fait à l'Assemblée générale, j'ai expliqué la rencontre, j'avais capté les commissions qu'ils avaient mis en place. On avait déjà commencé à faire des choses comme ça, mais on l'a un peu plus approfondi. Mais surtout, la relance de l'activité qu'ils avaient mis en place avec on fabrique. Le slogan, c'était on fabrique, on se paye. Et donc, on s'est dit, Unilever, il prétendait qu'on avait tout cassé à l'intérieur pour déstabiliser, pour nous donner une image de les vilains qui cassent tout, les vilains grévistes qui occupent l'usine et qui cassent tout. Donc on s'est dit, on va faire deux choses. On va redémarrer l'activité, on va faire des productions qu'on a appelées productions militantes pour faire voir que nos machines fonctionnent bien. Et puis on va le faire avec un symbole pour faire voir qu'on est capable de relancer la filière courte. Et donc en août 2013, début août, je me retrouve à Bonvoisin, juste en dessous de Buis-les-Baronnies, pour parler du conflit. Là, il y a une assemblée citoyenne qui est là, quelques producteurs dedans, et on parle du tilleul. Donc nous, on est déjà sur l'idée de relance et on cherche ça. Donc là, il y avait de tout dans l'assemblée. Il y avait, je vais dire, les plus pessimistes qui me disaient c'est fini, maintenant le tilleul, ça arrive en même temps que la cueillette des cerises, donc nous, on vend des cerises et on fera plus de tilleul. Ceux qui étaient optimistes en disant putain, youpi, c'est bien démarré, et puis là, on va atterrir aux 400 tonnes d'ici peu de temps. Et puis les plus tempérés, quoi, qui étaient ceux avec qui d'ailleurs on travaille aujourd'hui, notamment. Et j'explique le projet de production militante qu'on avait et qu'on voudrait du tilleul dès cette année pour pouvoir travailler. Et tous me disent non, c'est foutu, il y en a très peu, et le peu qu'il y a est déjà vendu, on est au mois d'août, il aurait fallu que vous veniez nous voir au mois de mai. Bon. Fini la journée, petit repas fraternel derrière, quelques petits verres de vin qui vont bien. Et puis après, les langues se délient. Et puis finalement, un des producteurs vient me voir et me dit écoute, reviens demain et je vois si je peux quelque chose pour toi. Et donc j'envoie 2 copains le lendemain et on est revenu modestement avec 150 kilos de tilleul. Voilà, bio. Et donc on démarre notre première activité. On fait alors on est en occupation d'usine, hein, c'est complètement illicite ce qu'on fait. Hein. Et on fait 5000 premières boîtes de tilleul en production militante. Deuxième année, on n'est toujours pas sorti du conflit, on recommence, on va aller voir, et là, on en a 250 kilos, 280 kilos. Et donc, quand on sort du conflit, aussitôt, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. D'abord parce que c'est notre projet de relancer la filière, et on veut en faire un symbole, à la fois devoir de mémoire par rapport à la lutte, donc montrer avec eux ce qu'on a fait, et puis ça sera le symbole pour montrer que c'est possible de relancer la filière. Vous le vendez où d'ailleurs, ce tilleul bio? Alors pour le moment, il a été... À l'époque, là, quand vous commencez... là, un peu partout, toutes des initiatives, partout on était sollicité, parce qu'on a 2 films sur nous, on a des bandes dessinées, on a des livres, etc. Donc partout on est sollicité, où il y a des débats, on tient un stand et on le vendait de cette manière-là, quoi. Et là aujourd'hui, le circuit principal, c'est surtout le circuit militant sur le tilleul des Baronnies. Et donc dès qu'on sort du conflit, on se dit on va faire un millésime chaque année du tilleul des Baronnies. Donc la première année, en 2015, on travaille directement avec les producteurs. On arrive de manière très compliquée à en avoir 350 kilos.
mais on a ramé. On a complété avec une production avec l'herbier du Diois pour pouvoir avoir une production qui soit suffisamment importante pour nos machines, parce qu'elles sont gourmandes. Donc on a complété avec l'herbier du Diois. Donc 350 kg, alors je rappelle, 150 kg au départ, 280, 350 quand on est en production Scopti. Et là, cette année, on vient de terminer, on a été récupéré, on commence la production du millésime 2016, on est arrivé à 700 kg. Voilà, donc tous les ans, on progresse, avec vraiment des perspectives intéressantes, parce que cette année, ce qu'on a rajouté, la nouveauté, c'est que c'est Scopti, pour les petits producteurs, qui a porté la certification bio pour ceux qui n'y étaient pas, parce que c'est pas facile pour les uns et les autres. Donc c'est nous qui l'avons porté pour eux. Donc ça se construit tout doucement. On est convaincu, et quand on travaille directement avec le syndicat du tilleul des Baronnies, on est convaincu que tous les... Alors, je l'ai dit, 150, 700 aujourd'hui. Est-ce qu'on arrivera un jour à atterrir aux 400 tonnes? Je pense pas, mais c'est pas l'objectif non plus. Mais ce qu'on veut faire, c'est la démonstration que c'est possible. Alors, un mot quand même, parce qu'on y va, nous, avec nos valeurs à nous, et on a mis un peu le bordel, quoi. Parce que quand on est en production militante, donc on n'a même pas évoqué la question du prix, on achetait l'argent avec la solidarité qui nous était donnée, on offrait les boîtes, les gens nous redonnaient la solidarité, donc voilà, on était dans ce système-là. Et quand on démarre la production avec l'idée de travailler avec les producteurs, nous, on y va en disant aux producteurs, voilà, on fait tout ensemble, vous nous confiez le tilleul, vous le travaillez, vous nous le confiez, on passe par un senteur de Provence qui nous fait la coupe, il arrive chez nous, on le conditionne, on le vend, et une fois que c'est vendu, on partage ensemble l'ensemble de la recette équitablement en fonction de... Bon, ça, les producteurs nous disent non, nous, il faut que vous nous donniez un prix. Il nous faut un prix. Donc nous, on dit non, mais vous n'avez pas compris, nous, on veut vraiment un partenariat, on ne veut pas une relation client-fournisseur. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas mûrs, ils nous disent ouais, peut-être qu'on y arrivera, mais pour le moment, il faut un prix. Donc il nous dit combien vous voulez. Il nous dit combien vous nous l'achetez. Il nous dit non, nous, ça ne marchera pas comme ça. Nous, dites-nous le prix, et nous, on ne va pas marchander. Le prix que vous allez nous le vendre, ça va se retrouver dans la boîte de tilleul. Plus vous allez mettre la barre au haut, plus la boîte de tilleul, on ne va pas faire de spéculation sur vous. On fera ce qu'il faut pour qu'on fasse la marge pour faire tourner notre entreprise. Mais donc c'est eux qui ont fixé le prix. Alors évidemment, ils ont fixé le prix un peu plus cher que ce que leurs grossistes auparavant, même 1 ou 2 euros le kilo plus. Mais nous, on n'a rien dit, on a été là-dessus. Et le pire, c'est qu'après, ils ont mis de la propagande dans toutes les villes pour dire, voilà, Scopti relance, ils vous achètent le tilleul à 18 euros le kilo. Alors là, évidemment, gros bordel dans la vallée. et les grossistes qui avaient l'habitude, donc nous ont dit, qu'est-ce que vous faites? Et nous, on ne veut pas une relation de client-fournisseur, donc on ne va pas commencer à faire les marchands de tapis. S'ils nous disent que c'est 18, c'est qu'il faut 18, et voilà. S'ils nous avaient dit que c'était 20, ça aurait été 20. S'ils nous avaient dit que c'était 16, ça aurait été 16. Et je me suis retrouvé en septembre de l'année dernière, je crois, ou octobre de l'année dernière, à l'initiative de la Maison des Plantes de Buis-les-Baronnies, dans une réunion où ils regroupaient l'ensemble de la filière des plantes aromatiques, et notamment autour de la question du tilleul. Et là, bizarrement, la salle remplie, alors que ça fait des années que tous les acteurs ne venaient pas, et là, ils y étaient tous. Les producteurs, les industriels, les grossistes, les laborantins, ceux qui sont sur les huiles essentielles, là... de l'aveu des organisateurs, ils disaient que ça faisait des années qu'ils n'avaient plus réussi à mettre les gens autour de la table. Et en fait, c'est parce qu'on a mis un petit coup de pied dans la fourmilière sans au départ, c'est peut-être pas notre intention. Et donc, du coup, les conséquences, c'est quoi? C'est que cette année, le prix du tilleul, il a été fixé en fonction de ce que nous, on a fixé. Et les autres se sont alignés dessus, quoi. Voilà. Bravo, Olivier. En tout cas, Olivier disait, ouais, Unilever, ils ont tellement d'argent pour communiquer. Je trouve que vous communiquez sacrément bien. Il y a des BD, il y a des reportages et des films, il y a de l'affichage. Un petit dernier tour d'horizon. Je posais la question préoccupante du changement d'échelle. Parce que, comme l'a bien dit Olivier, il est dans une optique d'économie sociale et solidaire. Il travaille quand même avec des personnes qui ne sont pas tout à fait sociaux et solidaires, style Auchan. Le changement d'échelle, c'est compatible avec la relance des territoires, la revitalisation des territoires par l'agriculture. Jean-Yves? Non. Enfin, non.
Justement, enfin, non, mais il y a un moment où ce système, enfin, il se mange lui-même. Donc, enfin, on va au plus rentable. Il y a 40 ans, le capitalisme bon papa, c'était 5 ou 6%, 7% de rentabilité. Aujourd'hui, c'est 15%. Voilà, et avec des projets qui sont sur 3 ou 4 ou 5 ans de grandes boîtes. Hein, donc c'est du, enfin, on est sur quelque chose on marche sur la tête. Et donc, on n'arrête pas tous les jours de découvrir finalement ce qu'on a enfanté comme monstre de ces 40 ou 50 dernières années. Il y a des élus, vous ouvrez votre journal, Marc Abadi était là ce matin, il peut en parler, la question de la revitalisation des centres-bourgs, parce qu'on parle de revitalisation des territoires, mais on peut parler des revitalisations de centres-bourgs. Bah, pendant 40 ans, on laisse faire cet urbanisme commercial, comme on l'évoquait ce matin, qui fait que on fabrique et on implique des modes de vie qui font que on donne quitus à ces grands monstres-là, les cinq monstres que tu évoques, qui fabriquent des modes de vie, et qui fabriquent finalement un système qui va dire, lui, ce système, ce qui est rentable ou pas. Voilà. Et après, on va s'apercevoir qu'effectivement, ah, zut, nos centres-villes se paupérisent, il n'y a plus de mixité, les commerces ferment les uns après les autres, etc. Mais enfin, à un moment, il faut quand même être à la fois lucide et puis honnête. Hein. Donc non, si on ne réinvente pas aujourd'hui d'autres manières de gérer l'aval et l'amont au niveau de la production, des filières, etc., non, c'est pas compatible. Il faut pas rêver. Je pense que non. Par contre, là où on peut être sacrément optimiste, c'est dans des belles histoires concrètes qui existent, alors évidemment, ça remet en cause un certain nombre de choses, y compris la question de la hiérarchie, y compris la question de la gouvernance, y compris la question du capital, de l'apport en industrie, etc., etc. Mais voilà des expériences. Tirons ces enseignements-là et soyons courageux pour les tirer, ces enseignements-là. Donc sur le mode de distribution, non, c'est pas compatible. Par contre, on sait aujourd'hui que si on invente ou on réinvente quelquefois l'eau tiède, il vaudrait mieux l'eau chaude, mais si on ne réinvente pas ça, on ne pourra pas redonner de la rentabilité au système. Ce système-là n'aime pas les fragiles. Ce système-là n'aime pas les territoires peu denses. Ce système-là, il aime les 15%. Donc, soyons réalistes. Et donc, très, très concrètement, quand je regarde ce qui a inventé au début de l'histoire industrielle, à savoir 18e siècle, 19e siècle, on a mis en place pour combattre en fait la violence la violence, hein, la brutalité et la violence du capitalisme et de l'exploitation en fait des gens, des personnes, des enfants, etc. On a mis en place ce qu'on redécouvre aujourd'hui, qu'on appelle des coopératives de consommation. Ces coopératives de consommation, il y a de là, il faut qu'on les regarde et les uns et les autres avec des yeux nouveaux. Je crois que là, il y a des outils très concrets qu'on pourrait resituer à des niveaux territoriaux et qui pourraient être extrêmement intéressants. Et oui, c'est quelque chose qui irait faire de l'ombre à nos modèles aujourd'hui de distribution, à nos modèles de consommation. Oui, effectivement. Mais ça, ces histoires de scope territorial, ces histoires de production et de consommation, je crois qu'il faut qu'on y regarde de plus près. Il y a des outils qui sont à la portée de notre main. Faisons attention à ne pas réinventer encore une fois l'eau tiède, mais saisissons-nous de ces outils concrets, opérationnels. Ce n'est pas quelque chose d'utopique, là, notre table ronde et la thématique d'aujourd'hui. Il y a des choses qui existent, qui sont à portée de main, qui ne sont pas très compliquées. Donc, soyons vigilants par rapport à ça. Mais oui, il y a un moment où il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Il y a des choses qui sont incompatibles. Merci, heureusement. Olivier ? Oui, non, juste une précision par rapport au circuit de distribution qu'on essaie de développer. Évidemment, je l'ai expliqué, c'est les volumes qu'on a besoin, qui nous amènent à prendre le plus simple aujourd'hui. Néanmoins, on développe et on cherche à développer un circuit, nous on l'appelle ça le circuit militant, circuit parallèle, autre. Aujourd'hui, c'est quand même sur l'ensemble du chiffre d'affaires de la marque 1336, c'est autour de 20%. Donc c'est pas suffisant, mais on essaye de le développer. Et là, on travaille avec des AMAP, on travaille avec des associations,
des comités d'entreprise, des partis politiques qui prennent et qui diffusent autour d'eux, et voire même un des premiers à avoir à s'être rapproché de nous, c'est une librairie à Paris qui a fait un lien entre le fait de dire je vais vendre du thé. Quand j'ai rencontré un des salariés de l'entreprise il n'y a pas longtemps, il m'a dit, quand il m'a expliqué comment on va se mettre à vendre du thé, nous c'est des livres. Et en fait, l'idée qu'il a eue, c'était de mettre de notre thé dedans parce qu'il considère qu'il y a une histoire derrière, et d'associer le livre et l'histoire derrière. Et donc, du coup, depuis, on a 2-3 librairies comme ça qui vendent nos thés. Donc, on cherche à développer un circuit pour... Voilà, l'idée, c'est que c'est clair que si à un moment donné, un jour, on peut se retrouver à utiliser que ce circuit-là, évidemment que nous, ça nous va très bien. Pierre, vous, spectateur, mais en même temps acteur, quand vous portiez le foin, c'était pas des bottes de foin quand vous étiez jeune à la fourche? Mais c'est hyper lourd. Oui, alors c'était trop lourd pour moi. Donc j'avais mes cousins qui avaient des gros bras et des grosses cuisses de rugbyman, hein, qui se moquaient de moi, forcément. Non, mais je trouve qu'il y a finalement, vous avez une vision assez optimiste, quoi, et des combats qui méritent de continuer. J'ai juste dernièrement, en fait, j'ai fait des reportages pour le réseau rural en France. Et j'ai rencontré des jeunes qui s'installaient en agriculture, qui n'étaient pas issus du milieu agricole. Et c'était une question que je ne connaissais pas. Et effectivement, et ces jeunes-là, pour qui ce n'était pas donné au départ, qui avaient du mal à s'installer, les banques avaient du mal à leur prêter de l'argent parce qu'ils n'y croyaient pas, et ben ils ont montré le contraire, quoi. J'ai rencontré des gens qui avaient réinventé des petits systèmes comme ça. J'ai rencontré un couple de paysans boulangers qui plantaient leurs céréales et allaient vendre le pain. Et j'ai rencontré un jeune qui avait repris un petit élevage de chèvres qui avait fait faillite. Et là aussi, les banques ne voulaient pas lui prêter parce qu'il ne venait pas du milieu agricole. Et en plus, la ferme avait fait faillite. Et ben, au bout de 2 ans, en fait, il a réussi à rembourser les prêts que lui qu'avait réussi à obtenir le réseau rural. Donc c'est plein de tout petits exemples comme ça qui montrent que les choses bougent, en fait, et changent. Merci pour ces exemples. Jean-Yves, tu veux ajouter quelque chose? Tu as dit tellement de choses déjà que, de toute façon. Comment te donner la parole pour apporter quoi de supplémentaire? Parce que tu as dit l'essentiel. Non, je plaisante. C'est quoi les localos? D'ailleurs, j'avais dit au début, là, j'ai mentionné les localos. Ça va devenir quoi, les localos, par rapport à nos sujets, à nos préoccupations, en particulier du moment? Je voulais dire des trucs. Non, mais en plus, c'est un jeu de mots là, que je veux placer. Bon, bref. Non, mais alors, les localos, en fait, c'est une association de préfiguration qui vise à préfigurer la constitution d'une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, tu en as parlé, autour du développement local. Et on aimerait la situer à un niveau national, parce qu'en fait, l'idée, c'est de créer un réseau du haut, du bas, de la gauche, de la droite, de l'acteur, du chercheur, du praticien, du citoyen, du consommateur, peu importe. Mais en fait, c'est l'idée de recréer un lieu où on recrée de l'échange et où un lieu physique. Non, enfin un lieu physique ou un lieu abstrait. Enfin, c'est un truc nodal, quoi, un truc qui fabrique du raccordement de tuyaux, quoi. Voilà. Et autour du développement local, parce que encore une fois, c'est quelque chose. Enfin, et c'était aussi une contribution conclusive, si tu me le permets. Mais c'était de dire que, enfin, de ce qu'on parle aujourd'hui, il y a une reconquête de nous-mêmes, il y a une question d'émancipation de l'individu qui passe par le développement local. Pour moi, le développement local, c'est de recomprendre et c'est de comprendre ce que c'est qu'une démocratie, ce que c'est qu'une république, par quelle brique on fait tenir une république, et on la fait tenir avec un socle sur lequel on arrime des briques.
Et on ne la fait pas tenir avec un homme providentiel ou une femme providentielle qui redescend. Ça, c'est une vision napoléonienne et on a vu où ça nous a mené. Donc cette histoire de développement local, c'est une histoire d'émancipation des individus, donc d'émancipation des territoires. Guillaume, tu le rappelais dans la définition de ce matin. Et ça vaut le coup de le dire, ça vaut le coup de le rappeler. Et il ne faut pas, me semble-t-il, avoir honte d'être acteur à part entière de son territoire, encore une fois, projet de territoire. Ça c'était la deuxième, c'est que je me dis, moi je suis super optimiste parce que de toute façon ça sert à rien d'être pessimiste. Donc bon, mais une fois qu'on a dit ça, je crois là avec l'agroforesterie, avec les approches ou les difficultés d'approche qu'on a entendues aujourd'hui, puis qu'on voit et les uns et les autres au quotidien, je crois qu'il faut qu'on change de lunettes. C'est alors ce que un peu nous dit Morin, enfin ce qu'il nous dit complètement Edgar Morin. Mais cette pensée écologique, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est de dire qu'on est dans des écosystèmes. Voilà. Mais il y a des écosystèmes qui sont appauvrissants, des écosystèmes qui sont confortants. Voilà. Et donc là, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir une approche au niveau de nos territoires d'action, etc., écosystémique, hein, et de penser ville et campagne, enfin, dans un métabolisme territorial, ce que nous disait François Haché, et de pas mettre ni en complémentarité, ça ne suffit pas, ni en opposition, bien sûr, ville et campagne. Tout ça, c'est le même métabolisme. Il y a des interdépendances évidentes. Et elles sont non seulement évidentes, mais en plus, elles sont bénéfiques et elles sont prometteuses. Donc allons-y, changeons un peu nos lunettes, changeons nos regards, et allons-y dans ces écosystèmes. Et puis alors, je vais quand même le placer, s'il te plaît. Alors voilà, donc pour tout ça, si on veut changer, il faut faire les choses différemment. Et si on veut faire les choses différemment, il faut les inventer et les créer nous-mêmes, par définition. Donc il faut expérimenter. Et je trouve, et je finirai là-dessus, mais que quelque chose qui pourrait ressembler à un FNAB Lab, ça serait sympathique pour expérimenter. Voilà. Je m'y attendais pas, mais elle est jolie. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Hugues, d'avoir saisi la balle au bon et d'avoir remplacé l'absence par votre vraie présence et sous une autre forme, par la Bio-Vallée. Merci, Pierre, pour le travail. Bravo. Et Jean-Yves, à bientôt. Merci à vous.